Voilà, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi, 3 thèmes ce soir, 4 panélistes. Nous allons essayer évidemment de décrypter l'actualité autour pour analyser et certainement en comprendre les contours. Vous l'avez certainement appris, il y a un certain nombre d'acteurs séparatistes, ceux-là qui, depuis 2016 déjà, ou un peu avant, du moins, ceux qui, dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, réclament la séparation du Cameroun et bien d'autres, des modérés également, se sont retrouvés au Canada, dans la ville de Toronto, depuis quelques jours déjà, pour essayer de parler d'abord d'une même voix, poser la problématique de cette partie du pays sur la table et qui sait peut-être trouver les arguments, les contours d'un éventuel dialogue avec le gouvernement, les pouvoirs publics pour sortir de la crise. Une rencontre évidemment qui ne fait pas l'unanimité, dont on va parler ce soir, Toronto Hall Anglophone Conference à la croisée des chemins. Un concept dont on sait quand même qu'il a été à un moment donné promu par le cardinal Tomé de regretter mémoire, même s'il date de bien longtemps avant. Autre problématique au menu ce soir, la question du bilinguisme et du multiculturalisme, l'occasion faisant le larron, à l'occasion de la sortie ici à Douala, des membres de la commission nationale de cette entité-là. Ces membres, conduits par leur président, Peter Mafani Moussongue, rencontrent les acteurs, notamment du secteur privé, entreprises et autres, de la ville de Douala pour davantage promouvoir le bilinguisme dans les entreprises, dans le secteur privé, mais aussi à travers même le quotidien des Camerounais et aussi le multiculturalisme. On se saisit donc de cette actualité-là pour également faire une évaluation et voir si le Cameroun, dans ce domaine, avance. Enfin, on va dire un mot sur cet appel de la Léquier qu'on a qualifié d'appel de trop. Le 31 octobre dernier, sous la conduite de Henri Eyebaïsi, qui est par ailleurs ministre du gouvernement John Gouté, il a, dans la Léquier, sa localité, au cours d'un meeting politique, donc, il a appelé à la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Quand on sait que c'est souvent de ce département-là que partent d'ailleurs les appels à la candidature, les premiers, et qu'après le président répond positif, cet appel a également créé un tollé parmi notamment ses profondeurs. Ce soir, on va également en parler. Je l'ai dit, 4 panélistes. D'abord, Cissé Bamanga, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Dipita. Merci une fois de plus d'avoir invité le FSNC. Je profiterai comme ça pour saluer le président national du FSNC, qui est un très grand ami à vous et à tous les journalistes du Cameroun. Je salue tous les sympathisants du FSNC dans le monde qui veulent déjà adhérer au maximum. Venez, il y a beaucoup de la place pour vous et 2025, ça va être chaud. Vous n'êtes pas venu recruter les militants ici. Je dis bonsoir dans la diagonale à Paul Eyoum. Bonsoir Dipta Tongo, bonsoir à tous les membres du panel, bonsoir aux militants de l'AFP, bonsoir aux Camerounais qui nous regardent. Je dis bonsoir à Joseph Boutouzé du RDPC, Paul Eyoum bien sûr de l'AFP. Oui, bonsoir Dipita. Je dis bonsoir à tous les panélistes de ce soir. Je dis bonsoir à tous mes camarades militants du RDPC. Vous savez, nous préparons un grand événement samedi prochain, qui est le 9e anniversaire de notre champion à la tête du Cameroun. Et nous allons rendre cette fête cette année grandiose, puisque elle rencontre aussi le fait qu'on venait d'avoir de nouveaux membres. Vous savez, on venait d'élire les nouveaux responsables de nos organes de base. Ah, vous avez même été promu, voilà. Il me semble. Oui, j'ai été élu à la tête de la sous-section RDPC de Ngosse, qui est une localité de Moyomosala. Donc, samedi, la fête sera belle. C'est d'abord la fête du président camerounais. Ça suppose qu'il n'y a pas que le RDPC seul qui devrait fêter. C'est la fête du président du RDPC ou c'est la fête du président camerounais? Non, c'est la fête d'abord du président camerounais Paul Biya. Bon, maintenant, il est le président national du RDPC. Cela suppose que samedi, on va attendre tous ceux qui sont de la
majorité présidentielle qui sont avec le président Paul Biya, tous les Camerounais, qu'ils soient de n'importe quel parti, qui jugent pour positif l'action de son Excellence, Merci. le président de la République Paul Biya. Boutanga Sylvanus Tifou, bonsoir. Good evening, Deputy Tongo. Good evening to my co-panelists that we are sharing this platform together. Good evening to Ofu Maurice, who is lying sick at Lakantine Hospital, chained there by the regime of my co-panelist Mutuze. Good evening to all the militants of the CRM that are mobilizing to go to Yaoundé tomorrow. Some are already there for the dedication of the books of His Excellency Professor Maurice Kamto at Librairie de Peuple Noir tomorrow at exactly 4 p.m. Good evening to the President-elect, Professor Maurice Kamto, who is watching this program right at Center Barbara in Yaoundé. Remember, he was in France, where he supported General Vassero in the concert of the century, which projected the cultural image of Cameroon at the international level, and the Cameroonians are happy to meet him tomorrow in Yaoundé for the book launch. Mais demain, là, c'est une des... Thank you for inviting me. En compagnie des Ambazoniens, non? À Paris, avec les Ambazoniens. Demain, là, c'est une dédicace au meeting politique, parce que je vois que pour la présentation du livre de l'auteur, du poète, de l'avocat, du professeur Maurice Kamto, vous appelez les militants du RDPC à se mobiliser. Du RDPC. Du MRC, je veux dire, excusez-moi. Je n'ai pas dit, je appelle les militants du MRC à se mobiliser. J'ai dit bonsoir spécial aux militants du MRC, parce qu'il est d'abord le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'accord. Et je pourrais, par l'occasion que vous m'avez présenté, aussi souhaiter bonsoir à tous les intellectuels qui vont se rendre là-bas demain. Et à vos amis de l'Ambazonie? Vous disiez, je ne pense pas qu'on va commencer le débat comme ça. Je vais laisser au modérateur de bien... Voilà qui est planté en termes de décor. On prend la transition et parler tout de suite de la rencontre de Toronto, où évidemment quelques leaders et acteurs séparatistes, du moins anglophones, se sont réunis. Je commence peut-être par vous, hein, Sylvanus. On sait quand même qu'il y a eu d'énormes tractations depuis le début de la crise, notamment depuis 2016. On sait qu'il y a eu des divergences d'abord entre les différents groupes, les différents acteurs. Et puis, je l'ai dit, il y a eu des tractations pour qu'ils essaient de se mettre ensemble pour aborder d'un même point de vue, d'un même angle, d'une même approche, la problématique anglophone, entre ceux qui se disent séparatistes, dont veulent la division du Cameroun, ceux qui sont fédéralistes, sont pour un Cameroun unitaire, mais dans une fédération, mais aussi ceux qui sont unionistes, on le dit ainsi. Êtes-vous surpris, positivement peut-être, par cette rencontre? Finalement, ils ont réussi à se mettre autour d'une table, même si certains acteurs sont contestés. I don't think that I am a little, in a way, surprised that the illustrious sons and daughters of the Northwest and Southwest regions who are based in the diaspora decided to meet in Toronto. I think that even during the Anglophone crisis, they have been meeting because we saw protest marches in Europe that were organized by the same separatists, and I think even the Federalists and others were there to witness it. So it's just but normal that after having witnessed the number of deaths in the Northwest and Southwest region, because don't forget that even those who have been propagating hate speeches and all the like have witnessed their own very closest one die in the war. So, you know, I am of the opinion, like I always said, that when the cup of endurance runs over, you see men are not longer willing to be plunged into the abyss of despair. These guys, they have endured the pains, even though from the onset of the war there had been a lot of bazooka for bazooka. But like I said on the sister channel, I think that it would be, it would have been better that the real actors that identified
give their blessing to that consultation, because to my opinion, it would be like it's a new front that is coming up, whenever there is a problem, a crucial problem like this one, you find that there is always a search for identity. Some people want to maybe make use of that opportunity or make use of the word to make a name. And I am very skeptical about it yielding any tangible fruit, because the issue of ego would always chip in. And like I said, it would have been better that a man like Mancho BBC, Ngalin Felix, Penteren, you have Ayuk Tabe, you have Professor, I've forgotten his name, those that were arrested in Nigeria, were released, because I think there are some elements of the National Grand Dialogue, even though some of us consider it to be a total fiasco. The National Grand Dialogue echoed that there should be release of the political prisoners. There should be release of the activists. They have not been released. And some of us are of the opinion that there are some of these guys that are ganging up to hijack this issue, and then maybe to distract, let's say, to derail attention, popular attention. And then because instead of looking for ways of cooling down the tension in the northwest and southwest region. Don't forget that we are talking presently, there are about 1,005 to 2,000 Anglophones who are in the prison. I have been in prison with them, because when I was released last 22nd of November 2020, because I served 23 months also in prison, arrested by the regime in place during the Pacific March in 2019 on the 28th. So like I said, I went to Bamenda. I was at the Bamenda Central Prison. From the Bamenda Central Prison, I went to the Boya Central Prison. From the Boya Central Prison, I went to the New Bay Central Prison. From the New Bay Central Prison, I went to the Konding Central Prison, and finally I went to the Principal Prison. I can give you a good X-ray of exactly what I witnessed in those prisons. There are guys I met there who were arrested in their cocoa farms. There are guys there who were arrested in their tomatoes farm. There are guys there who were just picked by the roadside. And presently, I want to tell you that there is still anger boiling down in the northwest and southwest region. These guys, their families are not happy. So I don't think that what is going on there can produce any immediate effect. It could be a long-term effect. But to think that it's going to be, let me say, a magic stick that is going to be waved like that and the wars come to an end, it is not really true. But like I said, I have that belief that if things are moving badly in a house, things are not going well, we should bury our personal egos and then try to see how we can look for the way forward for the nation. So I still insist that for any dialogue among the Anglophones to yield any tangible effects, there must be the release of those who were arrested in 2016, the Ngalin Felix and the rest, who were just in a coffin in Bamenda. We saw arrested during the renewals of the during the renewals of the basic organs of the CPDM in the southern region. They were the cutting down of trees, they blocked the roads and all the like because of the bad roads, because of lack of potable water, because of lack of electricity. We didn't see any of them being brutalized, maybe beaten and then taken and thrown in prison. Why should Ngalin Felix be in prison? Why should Mancho BBC be in prison? Why should the other ones be in prison? So like I said, for any dialogue to hold, it was a precondition. Let them release those in prison so that the air, you know, when the house is boiling, there is no way that you can stand on the roof, because holding any dialogue in the diaspora when the house is still boiling, it means that you are holding a conference on the roof when there is fire down. The fire obviously scatter what is happening up. Alors, Joseph Boutou, la première question était de savoir si, on rate la composition des acteurs qui sont réunis à Toronto, si vous êtes surpris. Je veux dire qu'on retrouve des personnalités de la société civile, telles que le révérend Samuel Forky, on retrouve l'avocat Maître Agbobala et bien d'autres, à côté des séparatistes. Je veux dire que ce maillage assis, quand même, on pourrait avoir le sentiment que c'est un élément positif, non, pour une recherche de la paix. Non, c'est une imposture qui commence d'abord par le choix du nom.
quand on dit all anglophone, all, tous les Alors, anglophones. il faut dire que c'est moi qui l'ai formulé ainsi. Ce n'est pas, c'est pas comme ça que c'est formulé Bon, là-bas. oui, je crois qu'ils sont dans l'optique de dire C'est la que- coalition for Dialogue qui and réunit Negotiation, qui réunit les une anglophones. organisation non gouvernementale qui les a réunis. Voilà. Voilà. Et bon, voilà. Je voudrais d'abord savoir qui dit que ces représentants sont les plus légitimes pour représenter les anglophones. C'est une imposture. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'un sécessionniste a de commun avec celui qui veut la fédération? Ils n'ont rien de commun, rien. Parce que la fédération, c'est dans une république. Le sécessionnisme, ça veut dire vous partez, créez votre État, vous n'avez plus rien de commun avec ce qui reste au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ensemble? C'est deux idéologies totalement différentes. C'est comme si vous me dites que un républicain et un socialiste vont s'asseoir pour avoir des points de convergence. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est simplement une imposture pour certaines personnes pour tenter de faire de la surenchère dans l'espace social camerounais. Des gens veulent avoir des noms, ils veulent qu'on parle d'eux, ils veulent être des grandes figures en marchant dans le cerveau du peuple. Et ce n'est pas normal. Vous savez, il y a un penseur qui a dit lorsque vous voulez vous faire intéressant dans une frange d'un peuple qui se bat pour une cause, faites semblant de dire toutes sortes de choses qui leur donnent le sentiment que vous êtes avec eux. Alors qu'au fond, vous jouez une carte personnelle. Donc tous ces gens qui se sont retrouvés à Toronto, c'est des gens qui jouent d'abord leur carte personnelle. Parce que la paix au Cameroun, ce n'est pas à Toronto que nous allons l'avoir. Il faut venir ici. C'est ici sur place, c'est au Cameroun. Ce n'est pas là-bas. Moi, je pense que il y a tellement d'outils qui peuvent permettre aux gens de se rencontrer, parce que les gens ont tout tendance à dire que est-ce qu'on autorise les rencontres, alors que la technologie du numérique a tellement donné des outils aux gens pour leur permettre de communiquer, de penser, de réaliser des choses ensemble. Aujourd'hui, des grandes multinationales du monde tiennent des conseils d'administration en virtuel, où les gens ne sont pas obligés d'être ensemble. Donc vraiment, les regroupements physiques même ne peuvent plus être plus efficaces que si les gens rentraient dans la nouvelle technologie. D'ailleurs, le président de la République, son exemple bien, n'a cessé de le dire, qu'il faut que les Camerounais actuellement profitent des avantages qu'offre la digitalisation numérique. Donc c'est ici au Cameroun que cela se joue. Il y a eu le grand dialogue national que nos amis du MRC ils ont boycotté. Et comme ils l'ont boycotté, ce grand dialogue, ils ne peuvent que verser leur bile là-dessus chaque fois qu'ils évoquent. Mais nous, on voit que le grand dialogue national a été une occasion, pas pour solutionner tous les problèmes qui se posent dans le nous actuellement, mais pour quand même déblayer le chemin, pour commencer à creuser le grand sillon qui va finalement amener la paix au Cameroun. Et c'est pour cela que vous avez, en deuxième point, dans le chronogramme de discussion que nous avions ce soir, vous avez évoqué le bilinguisme. Tout ça, c'est un ensemble de solutions que le gouvernement de la République a agressé aux revendications de nos compatriotes qui sont dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je voudrais dire que si les militants du MRC sont, pour certains, en prison aujourd'hui, ce que nous regrettons, parce qu'aucun être humain ne pourra accepter de voir son frère en prison, enchaîné par exemple, comme on a vu le compatriote à l'hôpital à Cantini.
C'est une image qui n'est pas correcte, c'est-à-dire que personne ne peut apprécier une image comme celle-là. Mais il faut quand même dire qu'on ne peut pas tout de même se lever, dire qu'on va faire une marche pour destituer un président de la République que le peuple camerounais venait d'élire à 71%. Lorsque vous êtes élu à 71%, ce n'est même pas une élection, c'est un plébiscite. Alors on ne peut pas avoir plébiscité un président et une tranche de personnes se lève et dire qu'ils vont marcher pour le destituer. Mais ça, ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'ils sont en prison. Si c'était pour des revendications vraiment qui n'ont rien à voir avec la structure... Vous savez que parmi les détenus, il y en a qui ne sont même pas sortis de chez eux. Avec la structure qu'on est venu cueillir à domicile. Hein. Oui, ben parce que dans un mouvement, il y a ceux qui pensent le mouvement et il y a ceux qui l'exécutent. Alors, si vous voulez organiser un coup d'État, parce que ça, c'est un coup d'État, si vous voulez organiser un coup d'État, vous croyez que c'est seulement ceux qui sont allés sur le terrain, on devrait seulement s'en prendre à ceux qui sont allés sur le terrain, en laissant ceux qui ont tout organisé. Moi, j'invite le MRC à revenir dans l'orthodoxie républicaine. Et à partir du jour où ils vont reconnaître qu'effectivement Maurice Kamto n'a pas gagné l'élection, ils vont cesser leur affaire de président. Si c'est pas manga. Je crois qu'on pourra leur laisser s'épanouir comme ils veulent. Sur l'opportunité de la rencontre des séparatistes et autres sociétés civiles au Canada, suis prêt ou pas? Personnellement, moi, je prends la chose du côté positif. Du côté positif, pourquoi? Parce que, vous savez, du moment où des personnes essayent d'être autour d'une table, je pense que c'est déjà pour essayer de trouver quelques solutions, c'est déjà pour essayer de trouver quelques déclics de la situation qui perdure et qui fatigue aujourd'hui même nos mamans, nos soeurs, nos frères qui sont vraiment du côté où ces atrocités se passent. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, là où ça se passe, là, les personnes sont fatiguées. Maintenant, le régime actuel, l'État, le président Paul Biya, son excellence, Paul Biya, président du Cameroun, à l'époque, le président du FSNC qui était ministre de la Communication, le premier ministre, ils n'ont jamais fermé la route à un dialogue. Mais maintenant, en face, ça se posait la question, on dialogue avec qui? Maintenant, si on dialogue avec qui et qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple que ceux qui prônent le fédéralisme, ceux qui veulent la sécession, ceux qui veulent remettre en cause même la conférence de Fumban, ceux qui pensent X ou Y, essayent de s'asseoir autour d'une table pour vraiment essayer déjà d'avoir quelques solutions. Moi, je vois ça d'un œil très positif parce que je parle sous le contrôle de mon frère et ami politique qui est du MRC à ma droite parce qu'il est de la région où tout cela se passe, qu'il y avait quand même des représentants, par exemple, de Sissoko Ayotabé, c'est-à-dire des proches comme Eric Tato. Eric Tato était là-bas. Vous avez cité tout à l'heure Agbo Bala qui était là, il y avait Ayaba. C'est déjà pas mal, c'est bien s'il s'assoit. Moi, je ne vais pas être prétentieux comme le RDPC sur cette table et avec beaucoup d'arrogance. Non, moi, je vois ça d'un très bon œil. Et vraiment, vous savez que ce genre de problème qui dure déjà trop, qui coûte très cher à l'État du Cameroun, que ce soit financièrement, mentalement, physiquement et tout, c'est des choses qu'on a besoin de multiplier des assises. Le grand dialogue national a été fait, c'est bien. Monsieur Toumi, paix à son âme, il a essayé de faire quelque chose et selon les informations crédibles que j'ai, c'est que ce n'est même pas l'État ou alors le RDPC comme on pensait tous qui empêchait à M. Toumi de faire ce qu'il appelait la Hall conférence. Non, c'était des anglophones qui connaissaient très bien la trajectoire, la ligne de M. Toumi, qui ont une sympathie pour le CPDM, qui ont essayé de boycotter cela. Et voilà, et aujourd'hui, vous voyez, il y a eu le grand dialogue national, il y a eu Christian Toumi qui a essayé quelque chose, il y a eu l'assise de Toronto. Ça donne de l'espoir, M. Dipita, ça donne de l'espoir. Si pour une fois, ces anglophones se sont réunis, ils sont restés, ils ont essayé, ils ont commencé à comprendre que hey, on peut être assis, on peut discuter, on peut faire quelque chose, avoir au moins un consensus pour que le moment venu
on dit à l'État que bon, voilà, que ce soit n'importe qui, hein, l'État AFP, l'État FSNC, MRC, tout le monde qui prendra le pouvoir aujourd'hui aura la difficulté, aura le problème en face qui est là aujourd'hui. Il n'y a pas que le RDPC. Donc, c'est positif, c'est très bien. En chutant, je pourrais dire à mon cher frère du MRC que, connaissant son excellence Paul Biya, qui est quelqu'un de très sage, qui écoute, qui comprend, je pense que pour les prisonniers politiques, vous verrez très bien, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je ne suis pas dans les idées de son excellence, président Paul Biya, mais je sais très bien que la fin d'année, il va faire quelque chose et certains de vos camarades seront graciés. Oléo, sur Toronto. Déjà, je partage l'avis de Cissé du fait que c'est un point positif de voir que nos frères anglophones aient décidé de se réunir. Et cela me permet déjà de rendre hommage une fois de plus au cardinal Christian Toumi, à Chief Moukete, qui étaient ceux qui avaient demandé qu'il y ait lieu la All Anglophone Conference. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, mais nous voyons bien que les jalons ont été posés et leurs fils ont compris le message. Ils ont décidé de se réunir. La deuxième chose que je dois indiquer, c'est que ce rassemblement est un échec pour le gouvernement. Un échec pourquoi? Parce que ces frères anglophones auraient dû se réunir au Cameroun et non à Toronto. S'ils se réunissent à Toronto pour parler des problèmes du Cameroun, cela veut dire que le gouvernement n'a pas été capable de leur apporter l'appui nécessaire pour qu'ils puissent se réunir sur leur terre natale qui est le Cameroun pour en discuter. La troisième chose que je voudrais dire, j'ai écouté René Mboutouze qui a parlé du fait qu'il ne comprend pas pourquoi des sécessionnistes et des fédéralistes puissent être ensemble. Cela montre quand même la conception étrange, je mets étrange entre guillemets, qu'ont les militants du RDPC de l'État. Parce que ça donne l'impression que pour eux, l'État c'est juste nous et c'est nous. C'est-à-dire, pour eux, c'est étrange de voir des gens qui sont pourtant des mêmes villages, du même département, de la même communauté, de la même région, se réunir tout simplement parce qu'ils ont des idées divergentes en ce qui concerne le Cameroun. Si ceux qui sont sécessionnistes ont accepté de prendre part à cette réunion, ou l'un ont accepté de prendre part à cette réunion, d'ailleurs, qui a été initiée par une ONG, vous l'avez mentionné, cela veut dire qu'ils reconnaissent quelque part qu'ils sont Camerounais, même s'ils ne le disent pas haut et fort. Ensuite, vous avez des Camerounais comme Agbombala, qui a été, il faut le rappeler, en 2016, l'un des leaders de consortium anglophone, qui était en négociation avec le gouvernement camerounais jusqu'à ce qu'il soit arrêté, avec d'autres jetés en prison, taxés de tous les noms d'oiseaux, de terroristes, etc., puis libérés. Ils sont allés là-bas parce qu'ils pensent qu'il est toujours important de dialoguer avec les donneurs d'ordre, ceux qui sont censés, qu'on suppose être les donneurs d'ordre qui sont de l'autre côté. Ils sont allés leur dire que le Cameroun, qui est la République que nous avons tous choisie, doit rester un et indivisible, et pour cela, il faudrait un retour à la paix. Ils sont allés là-bas pour discuter avec eux, pour échanger, désigner des personnes avec qui ils pourront certainement, je suppose, aller rencontrer le gouvernement pour poser je ne dirais pas les conditions, en tout cas pour relater auprès du gouvernement les échanges, résumer les échanges, relater cela auprès du gouvernement afin de trouver des solutions. Tout ce qui participe à la construction autour de la paix, nous à l'AFP, nous saluons cela. C'est une très bonne chose. Nous nous indignons du fait que certains trouvent cela d'un mauvais œil, que des frères anglophones qui sont séparatistes et d'autres qui sont fédéralistes ou même qui sont pour l'État unitaire puissent se réunir, c'est une bonne chose. Et pour chuter, je voudrais dire à Sylvanus Moutaga que le grand dialogue était une très bonne chose. C'est un échec plutôt pour le gouvernement de n'avoir pas su rentabiliser ce qui a été fait au grand dialogue. Mais le grand dialogue en soi a été un très grand moment, un excellent moment. Vous savez, c'est souvent celui-là qui manque à la fête, qui est invité à la fête, qui décide même pas y aller, qui trouve que la musique du DJ n'était pas bonne, que le repas était mauvais, qu'il n'y avait pas assez de boissons, pourtant il n'y était pas. Donc je voulais dire à Sylvanus Moutaga que le grand dialogue était une très bonne chose, mais le gouvernement n'a pas su jusqu'à présent, même si on voit la commission du bilinguisme, vous avez beaucoup talé autres, qui essaient de se déployer sur le terrain, ça bouge, mais il n'y a pas de résultat. Le grand dialogue est une très bonne chose, mais le gouvernement peine
à rentabiliser cela, à matérialiser les recommandations qui avaient été faites lors de ce grand dialogue? Bah alors, je reprends le cycle avec vous. Si le grand dialogue était dans une si bonne chose, je veux dire que pourquoi cet autre dialogue, pour ceux qui ont le sentiment, qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été qui n'ont pas été compris dans leurs revendications, dans leurs démarches, si tant il est vrai que le grand dialogue national a été un moment d'écoute, de prise de décision en vue de la résolution de ces problématiques. Vous savez, M. Dipita, lorsque vous prenez des décisions, vous devez les évaluer. Il y a eu une évaluation récemment, même l'année dernière, des résolutions du grand dialogue. Des recommandations, merci, qui est différent. Les recommandations du grand dialogue. Nos frères du pouvoir ont essayé de peindre tout en blanc, alors que la réalité est là. Les armes continuent de crépiter. Il n'y a pas encore le retour à la paix, même si nous constatons une accalmie par rapport aux années antérieures. Si aujourd'hui il y a la nécessité d'avoir encore cette discussion, c'est parce que la réalité est que ceux qui sont les principaux instigateurs de ces coups de feu du côté du Nozo, ils sont de l'autre côté de la mer. Ils étaient absents au grand dialogue. Ils ont été invités par le président de la République à prendre part à ce grand dialogue. Ils n'y sont pas venus. D'autres comme Ayoub Tabé, il est en prison, il n'était pas. Mancho BBC, qui d'ailleurs lui a été arrêté dans le cadre d'une manifestation où il était juste en train de poser un certain nombre de revendications. Il n'y était pas. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, quand on fait l'évaluation, on constate que sur le terrain, il n'y a pas le retour à la paix, qui était l'objectif principal du grand dialogue. Parce que ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que lorsque le président de la République avait tenu son discours, je me rappelle très bien, il avait parlé exclusivement, je dis bien exclusivement, du problème anglophone. Mais arrivé au grand dialogue, les gens sont venus avec d'autres thèmes à l'ordre du jour. D'ailleurs, c'est ce qui a amené, on s'en félicite, le Code général des collectivités territoriales décentralisées du 19 décembre 2019. Mais à la fin de ce grand dialogue, jusqu'à présent, comme je le disais, il n'y a pas le retour à la paix. En voyant dans cette situation, il est logique, si on veut être cohérent, sincère avec nous-mêmes, qu'il peut-être on ne devait pas avoir un deuxième grand dialogue, mais on devait avoir un dialogue avec ceux qui sont de l'autre côté actuellement, qui sont en train de discuter, particulièrement les séparatistes, pour les ramener à la raison, leur dire qu'ils doivent revenir à la République. Ils doivent cesser de donner des ordres de massacrer des autorités administratives, des chefs traditionnels, des enfants, des civils, des innocents. Et pour cela, il faudrait que le gouvernement soit ouvert. Et nous nous en félicitons que le président lui-même, le chef de l'État, n'a jamais, du moins, publiquement, il n'a jamais fermé la voie au dialogue, même si on constate qu'il y a certains dans son gouvernement et certains militants de son parti politique qui, à chaque fois, essaie toujours de verser de l'huile sur le feu, mais il faudrait qu'on comprenne que ce qui est en train de se passer à Toronto peut être un tournant très décisif pour la résolution de la crise sécuritaire et même de la crise politique dans le Nozo. Donc nous, à l'AFP, nous suivons cela attentivement. Nous attendons le communiqué de la fin et nous espérons que le gouvernement acceptera de réunir aussi l'ensemble des autres forces vives de la nation, les partis politiques. D'ailleurs, on peut voir qu'on peut bien réunir les forces vives de la nation, les partis politiques, les syndicats, les historiens, les sociologues, les anthropologues, tous ces corps de métier, vous-même les journalistes, pour relayer l'information, acceptera de réunir tout ce beau monde pour discuter avec ces séparatistes, leur dire de revenir dans la République, le Cameroun, et apporter de véritables solutions à la crise politique. Alors, si le grand dialogue avait montré son efficacité, aurions-nous besoin à nouveau de notre dialogue, cette fois-là, qui réunit un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas forcément aux assises de Yaoundé? Vous posez la question. Non, je reviens, je refais le tour. Non, mais je crois que... Non, c'est d'abord, si je refais le tour dans le sens du départ. Je pense que... Mais il prendra la question également aussi. Je pense que c'est un peu comme les palabres ou les problèmes de famille que nous avons en interne tous. Un seul dialogue ou bien une seule assise ne suffit presque jamais. Moi, je pense que l'idée déjà du grand dialogue national n'était pas mal, c'était bien. Même comme je pense aussi que le grand dialogue national, il y a eu des manquements parce que le camp d'en face n'était pas franc et qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, certaines résolutions en majorité
qui ont été décidées de ce côté peinent à être implémentées ou alors à être visibles pour le citoyen lambda qui n'est pas un homme politique. Et même nous, les politiques, on n'a pas compris ce qui était à l'intérieur même de ce qu'ils ont appelé, comment spécial là, ils avaient un truc là qu'ils ont appelé statut spécial. Donc nous déplorons déjà que ça a tardé et jusqu'à aujourd'hui on cherche le contenu, on ne trouve pas. Mais l'idée en elle-même, c'est-à-dire de rassembler des personnes, pas pour manger de l'argent, pour gaspiller, pour avoir des chèques et tout ce qui s'est passé, où il y a eu des bagarres avec l'argent de taxi et j'en passe, non. Qu'on a mélangé des personnes qui avaient des idées différentes. Je me rappelle, en ce moment, j'étais au PUS et le premier secrétaire à l'époque, il avait donné aussi des propositions comme le SDF, comme le PCRN. Malheureusement, nous déplorons jusqu'à aujourd'hui que nos frères et amis politiques du MRC n'ont pas participé alors qu'ils comptent aussi. Parce que le MRC compte aussi dans les partis vraiment qui s'impliquent pour le changement au Cameroun. Moi, je pense que pour que les choses avancent, M. Dipita, il faut multiplier les assises. Il faut aller dans le sens de la tolérance, dans le sens de donner des solutions. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je vous ai parlé tout à l'heure du grand dialogue national, de Christian Toumi qui a essayé quelque chose. Là, visiblement, on n'a pas vu ce qu'il a fait. Mais dans le fond, lui, il le sait, il est un anglophone. Christian Toumi a vraiment bousculé. Mais comme je vous disais lors de ma première prise de parole, ses idées ont été amputées par ses propres frères anglophones qui avaient des relations très solides avec le CPDR, militant du RDPC. Maintenant, la conférence de Toronto aussi, c'est quelque chose de bien. Et ça ne va pas s'arrêter là. Parce que tout ce qui va aller dans l'apaisement, le chef de l'État l'a dit, le Premier ministre, le chef du gouvernement l'a dit, les responsables, hauts fonctionnaires d'État, le secrétaire général de la présidente, le MINDEF, tous les nôtres l'ont dit, tout ce qui va aller dans le sens de l'apaisement dans cette guerre, pour que nos frères et sœurs du Nozo qui souffrent, qui sont fatigués de ce qui se passe là-bas, pour que la situation devienne très belle. Pourquoi pas d'ici la CAN, pour que tout le monde fête et que la fête soit belle et que les Lions indomptables, par exemple, remportent cette Coupe d'Afrique face à l'Algérie 2-0 et que c'est un anglophone qui a marqué tout ce qui peut galvaniser, tout ce qui peut apporter le plaisir et la bienvenue. Joseph Vautouzé, sur les limites éventuelles du grand dialogue national qui aurait nécessité cette autre rencontre, d'autant plus que les acteurs présents là-bas pour l'essentiel n'étaient pas Yaoundé. Oui, avant, je voudrais dire que mes deux filles sont anglophones. Mes deux filles. Anglophones comment? Mes deux filles sont anglophones. Anglophones comment? Non, mais les mamans anglophones. Mes deux filles. C'est ça le problème qu'on a au Cameroun. Non, écoutez. Vous voulez tout au Cameroun, c'est ce que c'est qu'un anglophone. Non, il y a quoi? C'est-à-dire que c'est la section anglophone. Non, mes deux filles sont essentiellement anglophones. Elles n'arrivent pas à prier en français. Elles n'arrivent pas, si tu lui demandes de chanter l'hymne national du Cameroun, elles ne vont chanter qu'en anglais. Autant qu'ils devraient être bilingues. Voilà. Oui, mais elles sont naturellement, elles sont... Vous continuez toujours dans la crise. Non, écoutez, je vous dis que mais vous-même, vous êtes bilingue. Mais vous êtes donc quoi? Quand vous parlez français et anglais, vous êtes quoi? Je suis bilingue. Mais vous êtes anglophone? Je suis anglophone. J'aurais souhaité que vous dites que vos deux filles sont bilingues. Non, c'est quoi donc anglophone? Moi, je te donne un peu de mon temps pour que tu me dises ce que c'est qu'un... Non, je voudrais qu'ils me disent. Je lui donne 30 secondes de mon temps. Je ne voudrais pas être le modérateur. Non. C'est quoi donc anglophone? Moi, je crois que le mot anglophone a une relation forcément avec la langue anglaise. C'est une démagogie. Voilà. Ce n'est pas de la démagogie. Ce n'est pas de la démagogie. Voilà. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Cameroun a d'abord été colonisé par les Allemands. Nous connaissons tous cette histoire. Laissez-moi parler. Si les Allemands n'étaient pas partis du Cameroun et que tout le grand territoire camerounais n'allait parler que la langue allemande, on allait avoir un peuple qu'on appelle anglophone aujourd'hui. Parce que vous faites aujourd'hui comme s'il y a des Camerounais qui sont nés disant que nous sommes anglophones. Certains Camerounais sont devenus anglophones de par la colonisation d'une partie par les Anglais. Et c'est de la langue anglaise qu'ils ont hérité
c'est ça qui fait d'aujourd'hui des anglophones. Moi, je pense que à partir du moment où un Camerounais, sa première langue, dans laquelle il se sent mieux, ou alors tu fais des études en anglais, tu deviens un anglophone. Et un francophone est celui qui a été colonisé et a pris la langue française comme sa première langue. Mais aujourd'hui, le Cameroun est donc bilingue. On encourage tous les Camerounais à parler indifféremment l'anglais et le français. Et si, dans 20 ans, tous les Camerounais du nord-ouest, de l'est à l'ouest, y compris le nord-est et le sud-ouest, peuvent de manière indifférente parler le français et l'anglais, vous allez voir que cet effet d'anglophone va d'abord s'atténuer. Parce que si, sur le plan anthropologique, je crois que les peuples, ce que le colon a fait, c'est qu'ils ont tracé des crêtes pour diviser des peuples, pendant que ceux-là restaient, c'est-à-dire les mêmes peuples à la base, pendant que ceux-là restaient francophones, d'autres devenaient anglophones, alors que ce sont souvent les mêmes peuples. Donc, le problème sur lequel nous devons d'abord tomber d'accord, c'est de dire que nos différences, ou alors la guerre, ne doit pas venir entre les frères camerounais du fait de la langue du colon. C'est un préalable sur lequel nous devons toujours tomber d'accord. Maintenant, moi, je voudrais revenir maintenant sur la question. Sur la question, pour dire à mon cher Eyoum de l'AFP, qui est d'ailleurs un manager parce qu'il a été à l'Institut universitaire de technologie qui forme des managers. D'ailleurs, on a fait la même promotion là-bas. Moi, je suis son aîné académique. Je voulais lui faire savoir que la paix, le grand dialogue visait la paix comme objectif général. Voilà. Mais avant d'atteindre l'objectif général qui est la paix, il y a un ensemble d'objectifs spécifiques qui concourent donc à l'atteinte de l'objectif général. Voilà. Comme il s'agit d'un problème qui est agressé à l'État et que c'est l'État qui doit trouver des solutions, ça devient donc ce qu'on appelle une politique publique en matière de sécurité publique du Cameroun, de l'État. Et nous savons que l'évaluation dans les politiques publiques se fait de manière séquentielle parce qu'il y a beaucoup de types de résultats. Et pour avoir le résultat final, qui est l'objectif général, on ne peut pas l'atteindre dans le court terme. La paix va venir. C'est un objectif général, mais qu'on ne peut pas atteindre. On dire que c'est un rêve de dire que comme le grand dialogue est fini, aujourd'hui, là, demain, là, il y a la paix. Non, mais soyons quand même sérieux. Bon, il faut soyons sérieux. Comment c'était planifié il y a 2 ans, Monsieur Eyoum, il y a un ensemble d'objectifs intermédiaires. Bon, à 2 ans, et ces objectifs intermédiaires sont atteints. Lesquels? Il y a eu la mise en place des régions, avec une particularité dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Statut spécial. Voilà, le statut spécial. Non, mais ça peut vous amuser. Il y a eu la DDR, c'est-à-dire cette entité de désarmement qui voudrait que les citoyens camerounais qui ont choisi de prendre les armes contre leurs frères, contre la République, s'ils veulent arrêter ça, l'État les encadre pour qu'ils retrouvent leur vie normale dans l'environnement social et institutionnel camerounais. C'est une réalité aujourd'hui. Tout à l'heure, on va parler du bilinguisme et du multiculturalisme, qui est une réalité. D'ailleurs, c'est d'autant plus une réalité parce que ça rentre dans la conscience nationale. Tout à l'heure, je disais que mes 2 filles sont anglophones. Pourquoi? Parce que nous commençons à comprendre que nous devons faire du Cameroun pas un pays où il y a les anglophones d'un côté et les francophones de l'autre côté, mais un pays où il y a des Camerounais qui peuvent s'exprimer indifféremment en français
et en anglais. Sylvanus, est-ce que Toronto est une autre limite du grand dialogue national de Yaoundé? Mr. Dipita Tongo, as a political leader, or let me say a politician, I want to look at this thing from a social point and very deeply. Let us not be naive to think that the regime in Yaoundé has allowed this war to go on for 5 years because they have not had anyone to dialogue with. They had gotten people to dialogue with. Those people were arrested and dumped in prison. Some of them are on exile. Just let me just say what I'm saying. I say some of them are on exile. Je répète ce que je dis. Je ne voudrais pas être naïf pour penser que la guerre a perduré jusqu'à 5 ans parce que le régime de Yaoundé n'a pas pu avoir des gens pour dialoguer avec. Parce que c'est ce que nous voulons nous faire comprendre que non, la guerre a duré jusqu'à 5 ans parce qu'on n'a pas trouvé les gens pour dialoguer avec eux. Je dis c'est le mensonge qui vient de l'engouffre de l'enfer. Le régime de Yaoundé est juste arrogant. Et je répète, la plupart des gens qui devraient dialoguer avec eux sont en exil aujourd'hui. Je parle à l'instar de Joseph Wiba, honorable Joseph Wiba. Il est en exil. Ayoub Tabeki, il avait l'unique occasion de dialoguer avec lui pour éviter toutes les morts. Plus de 12 000 qui sont morts au nord-ouest. Ils ont arrêté. Il est maintenant en prison. Si ce gars s'est réuni en Toronto, nous sommes en train d'acclamer ici. C'est comme s'il n'y avait pas de gens pour dialoguer. C'est comme on est en train de jeter les fleurs sur le régime de Biya. C'est un régime satanique, cynique. Non. Je dis ça, je répète. Non. Moi, personnellement, vous imaginez, monsieur Dipita, j'assume. Non, ce n'est pas j'assume. J'assume. Sylvanus, vous ne pouvez pas assumer. Je dis bien. Je vais vous redonner la parole. Vous ne pouvez pas assumer des paroles qui sont quand même dites sur cette antenne. Vous vous engagez dans une problématique qui est là. Je retire. Merci. Mais je dis bien, je ne parle pas colère. D'accord. Parce que moi, personnellement... Il ne faut pas mettre le cœur, non? Je dis bien, moi, personnellement, si je me souviens de ce qui m'est arrivé en 2019, ils m'ont arrêté, j'étais en prison pour rien. Non, pour rien. Ils m'ont attribué les charges fantaisie, terroristes, outrage au président de la République. Ceci, je me demande donc d'où j'avais sorti les propos outrageux au président de la République. Parce que cette nuit, j'ai sorti de l'antenne de l'Equinox, j'avais l'émission. Je suis rendu chez l'honorable Abel Zongang, juste parce que le professeur Maurice Kamto, président élu, s'est retrouvé là-bas. Ils ont venu là-bas m'arrêter, transférer nuitement à Yaoundé. À Kondengui, juste parce qu'à l'époque, là, j'étais le député team presse du professeur Maurice Kamto. J'ai été impliqué dans les mutinées par les manigances du régime. Je vous ai dit, je ne peux pas jeter les fleurs de cette concertation à Toronto parce que ça sera comme je suis naïf de dire que la guerre a duré 5 ans parce qu'il n'y avait pas de gens à dialoguer avec eux. Je répète ceci. Et je dis honnêtement, ceux gars sont en train de nous donner l'impression qu'ils ne sont pas même sérieux. Parce qu'ils se sont réunis en Suisse pour le dialogue. Ils voulaient dialoguer avec M. Biya. Quand M. Biya est arrivé là-bas, il a refusé de dialoguer avec eux. Sauf qu'ils vont nous dire que non. Ceux qui se sont réunis en Suisse à l'époque-là n'étaient pas ce gars. Parce que nous tous nous avons vu. Ce gars, ce que vous êtes en train de citer, les noms ici. Est-ce qu'il n'y avait pas une concertation avec eux en cette année-là? Imaginons, s'il avait réuni à cette époque-là et le régime de Yaoundé avait dialogué avec eux, on n'allait pas perdre Florence Ayafor, on n'allait pas perdre les enfants de Ngabou, on n'allait pas perdre les enfants de Modal Francisca, Teresa Akumba. Je répète, s'il faut arrêter cette guerre, le régime de Mboutouzé, qui représente ici ce soir, doit être sérieux et sincère de nous dire qu'eux, ils connaissent les gens qui peuvent dialoguer avec eux. Mais ils refusent catégoriquement parce qu'ils veulent voir de sang couler au nose. Parce que ceux qui meurent au nose ne sont pas leurs proches. Ça ne les concerne pas. Je dis honnêtement, parce qu'il y a l'économie de la guerre, je veux vous dire une chose. Il y en a des ministres, il y en a des cadres de la nation
qui bénéficient de la guerre qui circule dans la guerre du Nozo. Ils mangent toutes les nuits, ils construisent les maisons. Il y en a autres cadres, je peux même dire, des cadres même dans les forces de maintien de l'ordre, qu'on peut dire, peut-être. Ils se réjouissent dans cette posture de la guerre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu les gens à dialoguer que ce gars s'arrête de nous distraire ici. Je dis bien, pour que la guerre s'arrête, libérez les innocents qui sont en prison. Ceux que vous avez jetés en prison, faites-les sortir. Ils viennent s'asseoir sur la table de discussion. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'abomination. Quand on dit dialogue, moi je suis professeur de littérature. On dit en anglais, when there is no conflict, the narrative cannot go forward. When there is no conflict, there can be no dialogue. Vous ne pouvez pas amener les gens. Le grand dialogue national, qu'est-ce qui s'est passé au grand dialogue national? Les gens des mêmes idéologies. Vous les réunissez autour d'une table, vous venez nous dire, on chante que grand dialogue national. On parle du statut spécial, on parle de retour. C'est de la même idéologie que le du retour. Les délégations se formaient chez le gouvernement, on voyait les gens du RDPC défiler, même chez le Premier ministre. Mais au moins, comme le président de la République avait dit appeler tout le monde par honte, on a quand même. L'UDC, monsieur, je vais même vous raconter l'anecdote. Non, pour ça, c'est important. L'UDC, est-ce que vous savez que souvent on reste comme ça? Je vais le dire, le président Sam nous regarde. Madame Dam est la seule personne de l'UDC qui est allée représenter. Bon, monsieur Ndamjo avait été invité, mais Madame Dam, par un mécanisme incompréhensible, peut-être la même façon qu'elle a pour le parti, c'est elle qui est allée représenter l'UDC. Non. Vous savez ce qui s'est passé? L'UDC, c'est le président Sambaka qui va avec, je peux citer, Koupita Dam, Mongwaï et tout. Ils vont à la primature, dit au Premier ministre, c'est pas possible qu'il y ait une seule place pour l'UDC à un tel événement. C'est pour dire que plusieurs acteurs ont même forcé pour y être, parce qu'on estimait qu'on ne pouvait pas laisser une portion congrue aux autres. Et excusez-moi, c'est quand même important de dire qu'à ce moment, vraiment, le président Damou Damdjéa n'était plus en œuvre. Non, je ne dis pas lui. Je dis qu'on a invité une seule personne de l'UDC, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Qui est le président du parti. Merci beaucoup. Tu as beaucoup parlé. Like I was saying, I want to repeat this to those who are in Bamenda, those who are in Boya, those who are in Manfred, those who are in Yumujok, those who are in Batibo, those who are in Bichati and the rest. If these guys who met in Toronto are telling us that the regime in Yaoundé has not been able to dialogue to solve the Anglophone crisis over 5 years, that we have lost up to 12,000 people, because they have never met the right people to dialogue with, I will tell you that is a lie from the pit of hell. Those that the regime was supposed to dialogue with them, some of them are in prison. Like I said here, you have Honorable Joseph Wiba that is on exile. We have other persons like the Jomba Akoro, who met them in, I think these guys, they met President Biya in Switzerland. They wanted to dialogue with him. President Biya refused. It was spared us the massacre of Ngabu. It was spared us those students who died at Mother Teresa in Mother Francisca in Kumba. It was spared us. The military, over 70, maybe I think we're age 16, those military officers who died, it was spared us. So, Mr. Dipita, I still insist that the regime in place knows the real people they have to dialogue with. In the same way, let me tell you something. A while ago, Mutuze talked of the CRM marching because they wanted to dislodge the president of the Republic of Cameroon. I will ask a question. Do you know how many times Emmanuel Macron was insulted in France? The Gilets Rouges, they went outside. A good number of them said they don't want Macron. How many of them did you see picked and dumped in prison? Can you tell me, cite any of them that were in prison? Secondly, I want to still cite it clearly here. The CRM in 2019, which I went out on the 26th, I went out on the 28th of October 2018, we were talking of electoral hold-up, and which we still continue to talk of electoral hold-up. We said President Paul Biya is occupying the Unity Palace illegitimately. I still repeat it. And if he wants to prove us, we said, okay, let's consider we drop it down. We want a consensual reform of the electoral system. D'accord, merci. That's what we said. Dipita, ça doit être une dynamique ce tour-ci, parce que... Allez-y. Non. Bon, je vous laisse répondre, mais j'en ajoute à la prochaine question. Il a trop parlé. Non, chacun son temps de parole. C'est le troisième tour, là. Il enchaîne avec le troisième tour de parole. Ce que je voulais dire, j'ajoute quand même une question, vous allez répondre. Hein. Mais je veux dire,
Qu'est-ce qu'on peut donc attendre de ces assises de Toronto? Vous allez ajouter à ce que vous voulez dire, mais c'était la question pour la suite. Oui, Dipita. Vous savez, la sécession voudrait dire, il faut que tout le monde le comprenne, tous ceux qui nous suivent. On doit continuer à le dire aux Camerounais. Voudrait dire qu'il y a des gens qui veulent prendre une partie du Cameroun et en faire un OPETA. Voilà, c'est de ça que nous parlons là ce soir. C'est un sujet qui est extrêmement important pour qu'on ne laisse pas des gens adopter des attitudes comme s'ils étaient dans une campagne politique ici. Et il s'agit de dire qu'il y a une tranche d'anglophones qui veulent avoir leur État. Voilà. Et au départ, ce genre de revendication, ce n'est jamais pour l'ensemble de la communauté, mais c'est d'abord pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient qu'ils ne peuvent pas avoir les moyens de gouverner tout le Cameroun et ils pensent qu'en divisant le Cameroun, parce qu'il faut dire la vérité, ils pensent qu'en divisant le Cameroun, en allant créer leur État, ils seront les maîtres, les seigneurs là-bas. Ils pourront donc diriger cette partie du Cameroun. Profiter de tous les avantages économiques et tout ça, là, tous les biens qui sont dans cette partie du Cameroun. Voilà. C'est d'abord des personnes au départ qui recherchent des bénéfices individuels et qui amènent maintenant l'ensemble du peuple anglophone dans une aventure qu'on appelle la sécession. Moi, je voudrais te dire que moi, en Boutou, j'étais à Kumba. Et j'ai observé que dans cette ville, pendant mon séjour de 12 heures de temps que j'ai effectué à Kumba, les gens de la ville vaguaient librement à leurs occupations, jouissaient des moments que la ville leur donnait. Quelle année? En 2020. En 2020? Oui. Boutouze. Mais je vous dis que j'étais à Kumba. J'ai publié des vidéos, vous ne les avez jamais vues. Vous avez effectué, je pense qu'on lui a fait des transferts du work Je somewhere. suis en train de Where are you working presently? Je suis en train de vous dire que je suis allé à Kumba et je vous dis, j'ai fait des vidéos au marché de Kumba ce jour-là qui n'avait rien de différent du marché d'Onkololun ou du marché central de Douala. C'est la preuve que la majorité de la population de Kumba, ce sont Camerounais, veulent mener librement leur vie, comme l'ensemble des Camerounais qui sont du nord au sud de l'est à l'ouest. C'est le fruit d'un sondage. Voilà, il y a que... Vous avez fait le sondage. Mais puisque je vous dis que j'ai vu des gens, j'étais dans une ville où on dit, où il y a la guerre. Vous savez, quand vous avez posté des travaux dans la zone anglophone, vous avez ne déplacez pas le débat. Non, je dis vous avez déserté la zone anglophone. Je suis étonné de comprendre ici qu'un déserté de la zone anglophone me disent qu'il était dans la zone anglophone. On l'a posté d'aller travailler là-bas, de servir les anglophones, l'a refusé. Ne déplacez pas le débat. Ne déplacez pas le débat. Je vais vous dire, vous avez refusé de travailler dans la zone anglophone ou pas? Sylvanos, laissez-le parler. Non, je demande s'il avait refusé de travailler dans la zone anglophone ou pas, à cause de la guerre. C'est son temps de parole. Je voudrais, Sylvain, juste te dire que je travaille à la CNPS, il y a plein de francophones. Non, mais je dis vous... Ouais, mais laissez-moi, vous me posez... D'ailleurs, vous avez pris la place de M. Dipita. Allez-y, Et même quand on va vous répondre, je voudrais rapidement vous dire qu'il y a plein de francophones à la CNPS qui travaillent à Bamenda et qui ne sont pas menacés. Mais vous avez refusé. Voilà. Non, mais laissez-moi parler. Vous avez voulu savoir. Pourquoi? Voilà. Vous avez voulu savoir. Je ne suis pas allé à Bamenda. Pas parce que c'est Bamenda. J'avais déjà pris l'engagement. De ne pas aller là-bas. De ne plus sortir de Douala. Même si on m'avait affecté à Maroua, je n'allais pas partir. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris maintenant? Vous avez bien compris. J'avais commencé à avoir mes intérêts à Douala. Et j'ai le choix de continuer à travailler dans une entreprise ou pas.
je suis la première personne qui choisit de ne plus travailler dans une entreprise. Bon, c'était pas le sujet du débat. Voilà. Non. J'étais en train de dire, Dipita. La question était de savoir que peut-on attendre de ces assises. Non, Si on ne peut rien attendre de ces assises. Je vous ai dit que tout se joue ici au Cameroun. Ici, au Cameroun, il y a eu le grand dialogue. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas y assister. Vraiment, aller résoudre des problèmes du Cameroun à Toronto pour venir les implémenter au Cameroun, ça sera très difficile. Que peut-on attendre de ces assises? Ce que nous attendons de ces assises, c'est premièrement des propositions de sortie de crise. Parce que s'ils sont assis là-bas uniquement pour faire les constats, nous tous on constate que ça ne va pas. S'ils sont assis là-bas, ils doivent nous proposer, quand ils disent nous, c'est l'État du Cameroun, tous ensemble, nous proposer des pistes de solutions pour sortir de la crise. Premièrement, la crise sécuritaire. Deuxièmement, la crise politique. Tant soit-il que ce sont eux qui se présentent comme leaders anglophones et qui peuvent proposer aussi sur le plan politique ce qu'il y a à faire. La deuxième chose que nous attendons, c'est l'ouverture du gouvernement, l'acceptation de la recommandation, l'acceptation de la discussion, l'acceptation du dialogue, la préservation de l'unité de la paix. Et la troisième chose que nous attendons, nous à l'AFP, c'est le retour à la paix pour un Cameroun qui doit travailler pour son émergence. Si c'est Bamanga. Je pense que je vais aller pour sortir. Les attentes, je vous ai dit, je vais aller dans le sens de Paul et une fois de plus. Les attentes sont là. Moi, je pense que c'est un faux débat de dire qu'il manquait tel, il manque tel, il fallait tel. Non. Je sais très bien que quand on essaye de s'asseoir pour discuter, pour parler comme nous ce soir, c'est pour apporter, on ne perd pas notre temps là ce soir, aujourd'hui. Ceux qui nous regardent, on essaie de les apporter certaines choses, chacun avec ses arguments et sa façon de faire. Bon, moi je pense que cette assise-là peut accoucher des choses, des bonnes choses, et au moins pour une fois, parce que l'État du Cameroun, le RDPC, ceux qui nous gouvernent, ils ont l'habitude, tu as raison mon frère, de dire que on va dialoguer avec qui? Bon, pour une fois, moi, quand je regarde les représentants qui étaient là, à l'intérieur, il y avait des fédéralistes, à l'intérieur, il y avait des sécessionnistes, à l'intérieur, il y avait même ceux qui remettaient en cause la conférence de Fourban, c'est-à-dire le programme anglophone et tout ça. Si ensemble, ils peuvent déjà s'organiser, s'asseoir et proposer il y avait ceux des qui sont personnes. pour un État unitaire décentralisé. Il y avait même les militants. Il y avait tellement de personnes. Il y avait tellement de personnes, il le sait. Il le sait. Il y avait ceux qui sont pour un État unitaire décentralisé. Il y avait tout le monde là-bas. Il y avait tout le monde. Je te dis, lui, il le sait. Il y avait combien de participants? Par exemple, Eric Tato, que je vais citer le nom, c'est une main droite de Assisi Ayutabe qui est en prison. Mais il était là. Main droite d'Ayutabe, ça veut dire qu'il est sécessionniste. Oui, il est là. C'est ça que je dis. Il y avait des sécessionnistes, il y avait des fédéralistes, il y avait ceux qui remettent en question la réunion de Foumban et tout ça. Parce qu'il y a aussi ceux qui disent qu'il y a un problème anglophone. Tous étaient ensemble. Mais si vous pensez que si des gens... Vous pensez que si des gens... Ah non, attendez. Vous pensez que tous les gens que vous citez là, si Ayutabe, par exemple, fait une déclaration demain, il dit que j'abandonne l'aventure sécessionniste, tu penses qu'à partir de ce moment-là, il ne peut pas être l'interlocuteur de l'État du Cameroun? Écoutez, M. Dipita et Moutouzé, malheureusement, aujourd'hui, Sissoko Ayutabe n'est plus la seule personne aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État du Cameroun a laissé faire les choses comme elle a eu l'habitude de faire parce qu'à un moment donné, on savait très bien comment l'État gère les choses au Cameroun. Et comment donc l'État va ajuster avec les sécessionnistes? Dites-moi un peu. Non, mais qui nous disent comment ils vont faire? Comment l'État? Tu vas nous dire ce que le RDPC propose. Parce que nous sommes écoutés. Moi, je démontre que Dipita, pour une fois, on a des anglophones de différents pensées, de différents bords. C'est-à-dire des radicaux, des modérés, je ne sais pas quoi, des politiciens, des non-politiciens de la société civile, qui essayent de s'asseoir, bien que mon frère anglophone, qui les connaît mieux que moi, ne les fait pas confiance. Moi, Non, ce n'est pas un problème de confiance. Oui, parce que... J'ai dit tout à l'heure... Parce que vous essayez de démontrer que... C'est la conclusion. Vous aurez le temps de parole. Vous essayez de démontrer comme si eux, ils peuvent... Moi, je ne néglige pas cette assise qui a été faite à Toronto. Je ne néglige pas cela. Et je sais très bien, parce que j'ai fait des recherches avant de venir ici, il y a des personnes qui sont déplacées de d'autres continents, de la France, de l'Afrique du Sud, et tout ça, du Cameroun même, pour se retrouver à Toronto. Ce n'est pas négligeant. Et je suis sûr et certain que l'État du Cameroun même, qui vient d'entendre cela comme nous, prend cela avec les deux mains. Parce que tout ce qui peut apaiser... On le souhaite.
tout ce qui peut apaiser, arrêter la guerre, arrêter les souffrances des deux zones anglophones qu'on a besoin, pas en coupure, mais qu'on a besoin de rester avec eux. On est prenant, hein, on est prenant, puisque j'ai rappelé ici que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le ministre président du FSNC, Chiroma, qui était ministre de la Communication à l'époque, et une fois de plus, le Premier ministre, ils ont toujours dit que les solutions sont ouvertes et ils attendent qu'on les propose mieux. Et en chutant rapidement... Ça veut dire que le président de la République est prêt au dialogue? Toujours, ça il l'a toujours dit. C'est quoi donc le problème? Le problème, c'est qu'en face, malheureusement, Boutouzé, on ne sait pas avec qui on doit dialoguer. Si pour une fois les anglophones peuvent faire un consensus, proposer quelques pistes de personnes pour qu'on essaie déjà commencer à dialoguer et on finit l'année en libérant certains prisonniers. Merci. Les choses vont commencer à s'arranger. Sur les attentes qu'on pourrait avoir de ces assises, ce sera le mot de conclusion de ce terme. Honestly speaking, I think that in as much as I said here that we shouldn't be expecting much from this consultation when the Yaoundé regime is not willing to collaborate, because I said it's not because I'm doubting the quality or the caliber of people who met in Toronto. I said that the Yaoundé regime has always been skeptical, unwilling, resistant to any dialogue, especially with those they consider as the separatists, because the federalists are not the problem. Those for the decentralized states are not the problem. What if they meet at Toronto and the separatists do not want to drop their secessionist, their separatist tendencies? What would be the outcome? Because we are talking as if the Toronto consultation is already a panacea. Because they may reach, remember, there are people with different ideologies. They are the separatists, they are the federalists, and those for decentralization. If it doesn't work. But like I said, I can't begin to speculate because I don't know the real agenda of this thing. Do they meet there to talk about separation? Were they meeting there to talk about federalism? Voilà. Were they meeting there to talk about decentralization? Voilà. That's the question. You cannot be asking us to be discussing about something we don't know the content. Voilà. Il me rejoint au moins, pour une fois. That's the gospel truth. D'accord. Let them tell us that we are meeting there. Is it for ceasefire? If it is for ceasefire, the separatists cannot declare ceasefire unilaterally without Ayuk giving his own blessing. That's why I said Ayuk's own point is very important because, like I said, I've also said, those who put their hands in their pocket to organize a feast know when the feast will stay. Merci. Poléo, sur les attentes éventuelles. Ah non, c'est plutôt Boutou. Ah non, Boutou, c'est lui qui Boutou, oui, parce que oui, moi, je veux écouter le professeur du DPC. Nous, là, on a déjà donné notre... Écoutez un peu. En 2018, le président de la République a proposé un programme aux Camerounais. C'est très difficile. Voilà. Et dans ce programme, il a clairement défini la forme de l'État, c'est-à-dire un État unitaire décentralisé. Les Camerounais l'ont élu en 2018 pour que le Cameroun soit un État unitaire décentralisé. Et le président Paul Biya ne peut pas, en 2021, dire aujourd'hui que je vais écouter ceux qui veulent la séparation aujourd'hui là. Le président de la République ne peut pas les écouter. Le président de la République, il peut les écouter. Je vous dis que le président de la République a proposé le projet. Le projet. Écoutez déjà ce qui se dit sur le plateau. Je vous dis que le projet que le président de la République a proposé au Camerounais et pour lequel on l'a élu, c'est le Cameroun, État unitaire décentralisé. C'est pour ce projet que ceux qui ont eu confiance en Paul Biya ont élu Paul Biya. Et les Camerounais qui l'ont élu à 71%. Il y avait la guerre au Nozo. Non, ouais, mon frère, je suis sur les évidences. Je suis sur les évidences. Il y avait la guerre au Nozo. Je suis en train de vous dire Concluez que aussi, terminez. Le président de la République a proposé l'État unitaire décentralisé comme forme de l'État. D'accord. Et il n'est pas possible que 3 ans après,
Qu'on change. Que vous demandez au président Paul Biya d'écouter ce qu'ils veulent, la sécession ou le fédéralisme. Merci. Ce n'est pas possible. En 1 minute, je voudrais dire, j'ai remarqué que malheureusement, simplement, le président a pu lui remarquer, les plus grands opposants du président Paul Biya sont les militants du RDPC. Je dois vous dire, vous savez, quand j'écoute Mboutouzé, rappelez-vous le discours du président de la République, lorsqu'il convoquait le grand dialogue, il a dit que le dialogue est ouvert à tout le monde, y compris les socialistes, vous pouvez venir au grand dialogue. Mboutou, lui, vient vous dire on a dit que... non, mais le débat ne devait pas aller sur la forme de l'État. Le président a ouvert. Ça veut dire écouter. Ça veut dire qu'il était déjà prêt à écouter. La deuxième chose, c'est qu'au grand dialogue, même ce départ, on ne le voulait pas, la question du fédéralisme est arrivée sur la table jusqu'à ce que Chief Moukete l'a amené devant le pupitre pour parler de la forme de l'État. Comment le président de la République a convoqué le grand dialogue? Il a accepté d'écouter. Il a pris les recommandations du grand dialogue, y compris celles sur le fédéralisme. Et Mboutou, lui, vient dire que le président ne doit pas écouter. Voilà les mais pourquoi? Le jour où ceux qui veulent le fédéralisme vont convaincre les Camerounais, on va les voter et le Cameroun deviendra fédéral. Non, je n'ai pas dit qu'il a accepté, j'ai dit qu'il a écouté. Je parle de l'ouverture, parce que lui, il a dit que le président ne doit même pas écouter. C'est pour ça que j'ai dit. J'ai dit que le on prend la transition pour le thème suivant. Ne peut pas changer ce qu'il a proposé aux Camerounais en 2018. C'est compris, merci. Transition. My brother, you cannot talk of the Toronto Constitution. Alors, c'est pratiquement dans la continuité. Parlons à présent du bilinguisme et du multiculturalisme. Je l'ai dit, la commission en charge de cette problématique est à Douala. Il s'agit d'une évaluation. Le Premier ministre, du moins l'ancien Premier ministre qui est président de cette commission-là, Peter Mafani Moussonga, est venu rencontrer les acteurs du secteur privé, notamment les entreprises du secteur privé. Il fait des tours au sein des hommes d'affaires. Il sera également dans les médias. D'ailleurs, nous, à STV, ici, on recevra quelques membres vendredi prochain. C'est déjà calé ainsi. Il est donc question de savoir ou alors d'évaluer la pratique du bilinguisme et éventuellement du multiculturalisme dans ces éléments de la société, des activités publiques et privées. On va également essayer de s'accorder là-dessus. À votre avis, peut-on parler peut-être 2 ans après les recommandations du grand dialogue, parce qu'il ne faut pas on se les rappelait tout à l'heure, c'est quand même une déclinaison, une proposition du grand dialogue national, la mise en œuvre véritable du bilinguisme et la considération du multiculturalisme dans tous les coins de la République. Est-ce que 2 ans après ce grand dialogue national, on peut avoir le sentiment qu'il y a quand même un fond d'avancée sur ces problématiques-là? L'enjeu, évidemment, ici, c'est davantage l'intégration des différentes communautés au sein de la République. Si c'est pas Manga. Écoutez, comme toute chose dans notre pays, le Cameroun, je pense que ce ne sont pas les idées qui manquent, ce n'est pas les initiatives qui manquent. On a des plus belles idées du monde entier, l'une des meilleures même, si vous voulez, d'Afrique. Mais sur le terrain et sur les implémentations, elles sont presque invisibles et même quand elles sont implantées, elles sont très lentes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'idée de penser à mettre des personnes pour le bilinguisme, pour le multi, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais une fois de plus, moi, personnellement, j'étais choqué de voir les mêmes gens qui ont profité toujours depuis longtemps de certaines valeurs, de certains biens de l'État, être toujours là, alors qu'il y avait des jeunes. Écoutez, M. Eyoum, c'était un ancien Premier ministre qui pilote cela. Mais on est plus, non, on est plus sur les enjeux, sur les acteurs. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'un jeune qui a de nouvelles idées, qui est frais, même Boutouzé, pouvait piloter cela. Ça, c'est mon humble avis. Maintenant, ça, c'est de 1. De 2, je pense que le bilinguisme au Cameroun, la mayonnaise n'a pas encore pris. Je pense qu'il y a les anglophones, il y a les francophones. Maintenant, nous, quand je dis nous, je pense presque nous tous sur cette table, nous avons au moins un enfant que nous nous battons de l'amener à l'école anglophone. Donc je pense que les prochaines générations, c'est-à-dire nos enfants, au moins eux, ils se vanteront de dire qu'ils sont bilingues. Moi qui vous parle, je comprends très bien anglais, mais je ne parle pas couramment anglais, mais je parle quand même anglais. Mais je ne peux pas dire que je suis bilingue. Je parle très bien français, mais un petit peu anglais, mais je comprends très bien. Je ne peux pas me vanter d'être bilingue, alors que je suis dans un pays qui est bilingue. Maintenant, je dirais que
le tour que cette association, bien ce groupe de personnes font. La commission, les membres de la commission. Ok, cette commission fait pour aller voir des gens, c'est très bien. Je vous ai toujours dit que tout ce qui tend à aller vers les gens, à rassembler, à s'asseoir, à discuter, à échanger, moi je vois toujours ça d'un œil positif. Mais maintenant, je pense que le jour qu'on va vraiment entrer dans un bilinguisme, c'est le jour où le champion de Mbutuze, le président de la République, son Excellence Paul Biya va s'adresser aux Camerounais en anglais. Je pense qu'on aura déjà franchi un grand pas. Il a souvent fait. Quand on parle de Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, pour nous autres, ça veut dire quelque chose. Pour la dame qui vend sa tomate chez moi au marché Noudaido, qui actuellement est même surplombée par les ordures à cause de la grève d'Isakam. D'ailleurs, nous espérons que d'ici quelques jours, Isakam va venir sauver les commerçants du marché Noudaido. Je supplie cette entreprise de venir vraiment aider. Non, c'est toujours une digression. C'est pour dire que le Camerounais du bas peuple, il ne sait pas ce que signifie Commission nationale bilingue et multiculturaliste. Pour le Camerounais lambda, ça ne veut rien dire en réalité. Parce qu'au quotidien, quelle est d'abord la nécessité de créer une commission nationale bilingue et multiculturaliste? Ça a été une décision qui a été prise dans le cadre de la résolution de la crise anglophone, en ce sens où on a constaté qu'il y a eu les non-francophones ont parlé de la marginalisation au niveau de l'expression anglaise dans les institutions publiques. Donc, on a mis en place cette institution pour aller dans ce sens. Mais en termes de résultats, je suis désolé, mais moi, personnellement, je ne vois pas ce que la Commission nationale bilingue et multiculturelle a apporté. L'anglais, aujourd'hui, qui est la langue, justement, la langue d'affaires, qui est la langue la plus parlée dans le monde aujourd'hui, en fait, s'impose à nous. On n'a pas besoin, elle s'impose à nous dans le cadre déjà professionnel, parce qu'aujourd'hui, la plupart des profils, vous allez constater, même aujourd'hui, les dénominations des postes sont en anglais. Cela veut dire que ça s'impose à nous parce que le marché de l'emploi au niveau mondial et même au niveau national va dans ce sens. L'anglais s'impose à nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des Camerounais qui sont francophones, ils ont besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de discuter dans une autre langue qui est l'anglais notamment. L'anglais s'impose également à nous dans le cadre de la République que nous avons choisie, celle où il y a eu des frères qui viennent d'un Cameroun qui parlait exclusivement l'anglais et d'autres qui viennent d'un Cameroun qui parlait exclusivement le français. Cela a fait aujourd'hui, on se dit, il faut tendre vers le bilinguisme pour ceux qui aspirent à diriger la classe publique. Donc l'anglais déjà s'impose à nous. Le bilinguisme, pas seulement l'anglais, le bilinguisme, c'est-à-dire l'anglais comme le français s'impose à nous dans ce sens. Maintenant, pour le multiculturalisme, là encore, je crois que là, en mettant bilinguisme et multiculturalisme, on a peut-être nous-mêmes créé l'occasion d'ouvrir la porte à peut-être comme on parle tous de fédéralisme communautaire, parce que dans le multiculturalisme, je ne vois pas ce que ça vient faculté bilinguisme. Je pense pour ma part, en tout cas pour nous à l'AFP... Ce sont des cultures différentes. J'y arrive. Pour nous à l'AFP, l'existence des communautés est essentielle. Et il faut que les Camerounais sachent que les communautés existent au Cameroun avant le Cameroun lui-même en tant qu'État. C'est-à-dire les Sawa, les Grasfi, les Béti, tous sont sur les terres de ces nations avant même que la République du Cameroun existe. La République est venue là trouver les communautés. Il faut respecter les communautés. Donc vous reconnaissez le communautarisme? On reconnaît les communautés. Le communautarisme est différent des communautés. On reconnaît l'existence des communautés. Les communautés font partie de l'État et l'État doit tenir compte de cela dans la gestion locale. Et dans ce sens donc, où on parle de ce multiculturalisme, le Cameroun a la chance, je vous assure, l'immense chance, j'ai eu la chance de faire au minimum 5 régions de notre pays. J'ai fait plusieurs localités. Et je vous assure, à chaque fois, je suis comme un enfant dans un jardin. Parce que j'acquiers une nouvelle culture. J'apprends des autres, les us, les coutumes. Je touche une réalité du doigt. Et peut-être aujourd'hui, comme je suis secrétaire national au suivi à l'évaluation contrôle dans mon parti, ça va m'amener à faire le tour du Cameroun constamment pour voir les choses. Et cela m'amène à comprendre la richesse que le Cameroun a en termes de culture. Et cette diversité culturelle doit être une richesse que nous devons matérialiser. Ce multiculturalisme dont justement nous devons tendre à cela pour proposer une identité nationale qui rassemble l'ensemble des communautés,
permettez-moi le pléonasme dans ce sens qu'ensemble, l'ensemble des communautés camerounaises, pour créer le grand Cameroun qui doit être celui d'après le président Paul Biya. Joseph Boutouzé. Oui, je voudrais dire que le bilinguisme devrait être un état d'esprit de tous les Camerounais. Parce que si vous l'attendez sous le prisme des actions menées sur le terrain par quelques individus, soient-ils membres de la commission, vous allez vous tromper de combat. Voilà, parce que cette commission doit amener les Camerounais à comprendre l'importance pour chaque Camerounais de pouvoir utiliser de façon optimale les deux langues officielles du Cameroun, qui sont l'anglais et le français. Alors, on doit changer donc comment on dit souvent, de paradigme et comprendre que nous, aujourd'hui, qui sommes les parents, parce que c'est toujours des choses dont les résultats ne peuvent pas être évalués maintenant, c'est toujours des choses qui sont évaluées dans le long terme. Nous devons nous dire que dans les 10 prochaines années, que tous les enfants qui auront à cette époque-là, de 5 par exemple à 20 ans, doivent être parfaitement bilingues. Je crois que c'est vers un idéal comme celui-là que la commission devrait nous amener. Mais sur le plan de l'immédiat, il fallait quand même que les revendications corporatives des anglophones en 2016 connaissent à trouver des solutions, d'abord au niveau des services publics. Parce qu'il y a quand même des incongruités du genre, vous arrivez dans un ministère, on vous donne des imprimés qui ne sont essentiellement faits qu'en français. Bon, je crois que sur le court terme, comme on dit souvent, le la, ces aspects-là du problème sont occultés aujourd'hui par cette commission. De plus en plus, aujourd'hui, nous voyons la manifestation, ne serait-ce que d'une grande volonté du bilinguisme dans l'ensemble des services publics camerounais. D'ailleurs, il y a beaucoup de services publics et d'entreprises publiques au Cameroun où travailler dans les deux langues devient déjà une exigence en termes d'habilité. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir toutes les habilités de direction si vous avez une faiblesse structurelle en langue anglaise. Et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, même à l'âge que nous avions là, nous devons nous remettre en cause et aller vers l'apprentissage de la langue. C'est cet état d'esprit-là, de façon globale, que l'ensemble des Camerounais devait avoir. Et maintenant, pour le multiculturalisme, ce n'est pas de dire les Sawa doivent, de leur côté, renforcer leur culture, les Grassfields doivent... Non, c'est pour pouvoir amener les autres, non seulement à tenir sur leur culture de base, mais aussi à accepter les cultures des autres. Et je crois que le Cameroun n'a même pas eu besoin de cette commission pour que cela soit une réalité au Cameroun. Moi, j'ai travaillé dans le Septentrion 3 ans. Tout ce que mes frères que j'ai trouvés là-bas consommaient, le mil de sorgho, le baobab et tout ça là, je consommais ça avec grand plaisir, mais avec fierté. Par exemple, est-ce que vous pouvez savoir que moi qui suis du Sud Cameroun, lorsque je vais dans un restaurant et que je trouve qu'il y a du hérou ou bien il y a du taro, c'est ça que je commande en premier. C'est tout ça, c'est vivre ensemble que nous devons nous tous irradier dans l'ensemble de la société camerounaise. Pardon, sur le bilinguisme. Honestly speaking, I think that there has been a bit of amelioration on the condition of the expression of English, especially within the state mechanisms. Because last time when I saw the President of the Republic in France, when there was a consultation there, I think he spoke, at least you understand,
I heard him speak there in France. So, but if you look at what has to do with the functioning of the usage of that language within the public offices, you know, this is where the problem came from, because most Anglophones would go to public offices to seek for services, and they were not rendered the services in English. Sometimes they would tell them, si tu ne comprends pas, non, tu ne comprends pas ton anglais là. Pas ton anglais là, ton patois là. C'est ton patois. C'est ton patois. Honestly speaking, I think that expression that used to be revolting. Yes. Or kid ici, vous les Bamenda là, vous venez nous déranger. But those are the expressions we used to hear, and those are things that were revolting. I have to be sincere to think that that aspect of it is gradually dying. Now, but when you talk of the older generation, because if you look at most of the persons that are managing, the ministers, some of them, and even the generation of, let's take the example of the older generation that are in place, you find that it's a generation that has neglected English language. Because if you look at our government today, you find that our government is made of very old people and all the like, the ministers and all the like. Those, they are, even Paul Biya himself, those are people who neglected English language. They were not interested in English language. I think if we were talking of younger persons managing that institution, that's multiculturalism and all the like, whom I know that they would have given them to manage it, you find that it would have been a kind of the future generation they are preparing. They would have been preparing the people to take the relay. If you take an institution like that one that demands a lot of activity and give to an old man like Peter Mafani Musonge that is supposed to be on retirement, I will ask myself whether there are no younger youths in the nation here that can manage that institution. So it's really aching, because I think that this multiculturalism was created in place to satisfy the vast majority of the youth, because they are the ones that are feeling frustrated. So when you take old people to manage it, it's still in the light of the dupery of the regime in place to tell the youths the future of the nation is yours and rest. You still see older people there in government who are unwilling to leave the office. Now we come to multiculturalism. I ask myself, have we, since that that commission was put in place, how many cultural centers have been built in the 10 regions? I'm asking a question. How many cultural centers? Can we boast of any cultural center that has been created, has been built in a region where we have, let's talk, we have 10 regions. We cannot boast. We have 58 divisions. We cannot boast of any division that is endowed with a cultural center that we reach there, because we are talking of 243 ethnic groups in our nation with different cultural diversities. Means that at least there should be an edifice in one place where those things, those different cultures can be exhibited there. So this is a fiasco to be telling us of multiculturalism when we know there is nothing that symbolizes it. There isn't anything that symbolizes it. It is not of us sitting on TV platform and talking about it. Because when you look at what should symbolize the authenticity of any proposal, it is the materialization of it using a symbol, the house. We can talk of the museum, all those things that exist, but we are talking of the grassroots, we are talking of decentralization, we are having those things existing. He talks of food. I think Cameroonians have been living. When you look at the issue, let me come back to bilingualism. If you look at the issue, yes, when you look at the issue of language, language has never been an issue with a common man in the street, especially when they have to do with commerce, because there is pidgin, At least Butuzeye can speak pidgin. If he's in Bamenda, he's expressing himself in pidgin. The issue is that when you go to the offices, they expect you to speak in English, and when you can't speak English, you find that those who are in the office cannot even ask you to speak. It has always been as a result of the arrogance of those who are ruling, because those who are ruling us, they are ruling as if they are foreigners. They don't feel the pain of those who come for them to serve them. So like I said, what I would expect that the multiculturalism and the bilingualism and multiculturalism should do is that if they want to evaluate, if they want to be very sincere with that they are working with, let them do the evaluation in the Northwest and Southwest region to see how many of those who are in the Northwest and South region are motivated to study the French language. Because those are the people that have always been complaining, because the Anglophones who are in the Francophone regions, they are used to the French.
Non, mais vous savez... They are used to the French, Mr. Mbutuzo. Vous savez que... So they have to do everything possible for that commission to be given any credit. It has to be proven in the two regions where the people have always been facing difficulty to communicate. That is the gospel truth. But as I told you, we have not seen them working actively in the northwest and southwest region because of the war. The war has to come down before we can really say these people have been working, because it was created as part of it to solve the war, in as much as the war is going on, and they are not in the northwest and southwest region working, dialoguing with the people, giving them reasons why they have to embrace French language. I think we cannot give them any credit at this particular juncture. Si c'est bon, Manga. Oui, j'ajouterais vraiment que vous savez très bien que je pense que nous sommes à près de 70 jours de la fête de football, c'est-à-dire la CAN qui est là. Il y a un morceau là, Witty Winstrel, Be Proud. Vraiment, je suis déçu qu'on ne prend pas ce bilinguisme et multiculturalisme qu'il y a dans ce morceau. Quand vous écoutez ce morceau, j'ai eu la chair de poule, moi je suis un nordiste, mais quand j'ai écouté ce morceau, voilà un morceau qu'on pouvait présenter pour l'hymne de la compétition. Un très bon morceau, mais malheureusement, c'est passé à côté. Vous avez vu comment il y a eu des grandes icônes de football qui ont été auprès du SGPR, de son dynamisme. Il n'y a pas eu... Pourquoi on n'a pas pu même Jeffy Payos pour mettre à côté? Ils n'ont pas eu. Bon, voilà tous ces genres de choses que nous déplorons. Moi, je pense que... Ce sont ces types de procès non, monsieur qui attisent les passions. Non, monsieur Moutouzé, nous sommes là ce soir. Il n'y a pas plus Camerounais. Je ne suis pas plus Camerounais. Je ne suis pas plus Camerounais que vous, monsieur Moutouzé. Vous n'êtes pas... On n'a pas des internationaux anglophones camerounais. Bah si, voilà, je veux dire voilà. C'est juste la vérité. S'il y avait 5 francophones, un anglophone, faites la balance. Et je vais ajouter rapidement, mon frère, je vais rappeler rapidement que quand nous venons dans les quand plateaux... Vous dites même 5, quand vous dites 5 francophones, quand vous dites non, et si c'est quand vous dites s'il y a 4 francophones et un anglophone, pourquoi vous parlez comme ça? Hein? Le Cameroun est quand même à 80% aussi constitué de francophones. Si on prend un francophone dans chaque région du Cameroun aussi, on aura quel rapport? Le Cameroun est quand même constitué de 80%. Vous ne pouvez pas tout le temps dire qu'il faut autant de francophones que d'anglophones. Et c'est cette surenchère-là qui attise les passions. Il faut arrêter ce discours. Je veux dire à mon frère, pour terminer, on va prendre le dernier thème. Que quand on est sur un plateau de télévision, moi, lui, vous et tout le monde, on est là pour édifier. Et il n'y a pas plus Camerounais que personne. Nous, quand nous dénonçons aussi, c'est parce que nous voulons que les choses s'améliorent. C'est parce que nous voulons doiter ce qui ne marche pas pour que le RDPC fait marcher les choses. Pour que d'ici la CAN, que la pénétrante Est, qu'on a pris l'argent, ça se termine et puis il n'y a plus d'embouteillage. Voilà des choses que... Nous, on est amis, mais on n'est pas... On est alliés, mais pas aliénés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. On va prendre la transition et puis on va terminer avec cet appel de la Léki. Un appel au candidat du parti de Joseph Mbutuzi. Alors, la présidentielle de 2025 dans les antichambres et dans l'antichambre, je vais le dire comme ça, nous sommes sensiblement à 4 ans, nous sommes d'ailleurs en octobre, c'est souvent en fin d'année, non? Tout à fait. Nous sommes en novembre déjà, nous sommes à sensiblement un peu plus de 3 ans de cette... 4 ans? Non, nous sommes en 2001, 2021. 2025, c'est 2025. Ah oui, 4 ans. C'est en 2025. Mais déjà que la Léki qui a l'habitude de faire des appels, ça part toujours de la Léki, non? En général, c'est dans le département de Henri Yeba ici que se font souvent les appels à la candidature et le président, dans son écoute de ses militants, répond souvent positivement. Et du coup, cet appel en 2021 pour l'élection de 2025 interpelle plus d'un. Joseph Mbutuzi, je veux dire, qu'est-ce qui se cache derrière? Quels sont les enjeux? Oui, je voudrais d'abord vous parler de M. Yeba ici, qui est naturellement de la Léki, mais qui est l'un des rares ministres au Cameroun qui reçoit tout le monde. C'est-à-dire que si vous allez au 3e étage de l'immeuble ministériel numéro 2, là où il y a son cabinet, au MINCAF, au MINCAF, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de Camerounais qui viennent de partout. De partout. Et il trouve le temps, moi vraiment, c'est exceptionnel hein, ce que ce monsieur fait. Il trouve le temps de recevoir tout le monde. Alors que dans la plupart des ministères, même pour qu'on vous donne un papier d'audience, ce n'est pas facile. Mais lui trouve quand même le temps de recevoir tout le monde, tous les Camerounais,
que vous soyez ministre, directeur, ou alors que vous soyez vendeur à la sauvette, si vous décidez d'aller voir le ministre, il va ici, il va vous recevoir. Voilà donc d'abord ce monsieur donc, qui est un Camerounais à part entière, qui choisit de dire à tous ceux qui soutiennent le président Paul Biya que notre champion présente encore tous les signes qui peuvent faire en sorte que nous lui faisons encore confiance en 2025. D'abord, ce n'est pas un problème d'âge. Mugabe a été réélu président plus vieux que le président. Vous avez des références. Hein. Voilà, mais bien sûr. Pour dire que... Vous allez chercher chez Mugabe. Mais parce qu'il y a des dirigeants dans le monde. En Tunisie, ils ont élu Sepsi, il avait 91 ans. Voilà, moi je ne vois pas... Regarde seulement du coin de l'œil vos exemples. Moi je ne vois pas... Non, mais je voulais dire que ce n'est pas... Sont pas forcément on a vu plein de dirigeants au monde entier sont pas forcément qui ont été élus à un âge plus avancé que celui de notre président de la République. Je viens de vous prendre le cas de Sepsi en Tunisie, 91 ans. Il a été élu à 91 ans. Pour dire que lorsque nous voyons le président Paul Biya, il est parfaitement en forme. En forme. Parfaitement en forme. Il fait des audiences au quotidien, nous le voyons. Vous le voyez, M. Moutouzé? Mais bien sûr. Ok. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'économie numérique nous permet de nous rapprocher les uns des autres, sans forcément que nous soyons obligés de nous toucher. Mais nous le voyons. Nous le voyons. Non, pas photo, il y a la photo. Voilà. Laissez-le développer. Nous le voyons. Et je voudrais dire que le président de la République, son excellent Paul Biya, est totalement en forme. Il sera même en 2025 plus en forme que celui que les Tunisiens avaient voté à 91 ans, parce qu'effectivement, il aura 91 ans. Si ailleurs, on a élu des hommes d'État qui n'ont pas l'expérience de Paul Biya, parce que le Cameroun doit avoir la chance d'avoir un homme d'État qui a l'expérience de Paul Biya. Vous avez vu ce qui c'est. Il y a des extraits du livre de Gbagbo qui ont circulé dans notre environnement, et vous avez pu voir ce que ce panafricaniste, grand panafricaniste, a dit du président Paul Biya. Il a même demandé qu'on crée dans les facultés africaines où on doit enseigner la sagesse du président Paul Biya. Pour dire que nous avions la chance d'avoir au Cameroun un homme d'exception. Et tant que cet homme peut avoir des capacités qui lui permettent de servir son peuple comme il le sert, on va toujours se mettre derrière lui. Le président Paul Biya, moi, ce soir aussi, je l'appelle à être candidat en 2025. Et il sera, comme d'habitude, plébiscité par l'ensemble des Camerounais, parce que gagner une élection à 11%, ce n'est pas quand même donné. Sylvanos, sur l'appel de la Léké, qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que c'est un non-événement pour nous, MRC. Parce que si vous avez un parti politique comme le MRC qui travaille jours et nuits pour recruter les militants, les faire inscrire dans les listes électorales, à l'heure actuelle, nous comptons plus de 6 millions de Camerounais qui ont les cartes du MRC. Plus de 7. Du MRC, le cadre du MRC. 6 millions de Camerounais. 6 millions. Et aux élections, il n'y a que 3 millions. RDPC avait annoncé 4 millions, vous êtes à 6 millions. Apparemment, c'est la mafia interpartie. Ah bon? Du MRC. Je dis la carte du MRC. Nous avons plus de 4 à 5 millions de Camerounais qui sont militants du MRC encartés. Et qui ont aussi les cartes d'électeurs. Qui ont les cartes d'électeurs. Et il n'y avait que 3 millions d'électeurs. Mais c'est quand même incroyable. Je voudrais dire que... Ce sont les statistiques internes. Ce sont les statistiques internes. Ça ne nous inquiète pas. Ou bien ce sont les statistiques de plateau. Nous n'avons pas perdu les élections en 2018 parce que Biya était encore plus... le président Paul Biya était encore plus âgé. En même temps, même si on est un peu... Même si on est un peu serré, on ne peut pas dire qu'il y a 6 millions de militants. Je dis 6 millions de militants et au moins plus de 4 millions. Ce n'est pas des partis, c'est des PC. Je veux dire que notre souci également, c'est de ne pas
C'est d'essayer de laisser sur les antennes... La désinformation, des choses voilà, totalement incohérentes. Et le bavardage. Je vous en prie. Et le bavardage, ça c'est du bavardage. Nous ne voulons... On ne peut pas dire qu'il y a... Je ne sais pas ce qu'est BAS. Je suis militant du MSC. Je suis militant du MSC. Je répète ici. Une seconde. Je répète ici. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a 4 à 5 millions de militants du MSC qui ont des cartes d'électeurs. Vous contestez sur quel BAS? Mais il y a 7 millions d'inscrits. Il n'y a que 3 millions qui votent au Cameroun. Combien de 7 Mais c'est quand même incroyable. inscrits au Cameroun? Non. Vous ne pouvez pas le dire. Vous avez des statistiques? Oui. Non, vous êtes 5 millions. Et pourquoi ils ont eu l'élection? Et pourquoi ils ont eu l'élection? Je vais vous dire une chose. Avec tous ces militants qui ont les cartes d'électeurs. Je vais vous dire une chose. Ils ont fait l'élection. S'il vous plaît. Vous savez ce qui s'est passé en 2018? Non, dites-moi. Non, 2020. Je vous en prie, en 2018, elle est comme délivré les cartes d'électeurs aux Camerounais, mais vous arrivez sur la liste des votes, vous ne trouvez pas votre nom. D'accord. Ça veut donc dire que... Je vous en prie. Non, mais ça c'est veut donc... juste... Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas inscrits. Non, ce n'est... Comment? Qui vous délivre les cartes d'électeurs? Et quand vous arrivez là-bas... Si on vous délivre une carte, si on vous délivre une carte... Laissez-moi finir. Oui. Si on vous délivre une carte d'identité nationale, et que vous n'êtes pas dans le répertoire du fichier national d'identité, vous n'êtes pas identifié. Si on vous délivre une carte d'électeur et vous n'êtes pas dans le fichier électoral... Je dis bien, oui. C'était l'un des mafias qu'ils ont utilisé. D'accord, disons que c'est la mafia. Je répète, et c'est ce que je dis. Sylvanos, disons même que c'est la mafia. J'étais chargé de mission. Disons même que c'est la mafia. Monsieur Dibita, laissez-moi m'exprimer. Je dis bien. Sauf que vous voulez prendre le côté de Moutouzé. Non, c'est pas que c'est le côté. Non, je veux le côté de la vérité. Non. On ne peut pas dire sur un plateau de télévision que vous avez... Je vous explique. J'étais chargé de mission de contrôle de vote des militants ici au littoral. Je suis arrivé dans un bureau de vote. C'est 3 bureaux de vote. Ah, s'il vous plaît. Vous me posez question. Non, allez-y, dites-nous. Chargé de mission. Dites-moi. Vous posez question. Qui vous a nommé? Oh, Joseph. Vous croyez que ça devait être monsieur bien? On est presque à 15 minutes avant la fin. Allez-y. Oui. En 2018, je suis arrivé au niveau de Ndogbon, à l'école publique de Ndogbon. J'ai trouvé 10 Camerounais qui sont venus voter là-bas avec les cartes. Ils ont arrivé là-bas, les noms n'étaient pas sur la liste. On les a dit, avec votre carte d'identité et votre carte d'électeur, on pouvait vous faire voter sans que leur nom ne soit sur la liste. Je parle de... Ça, c'est des... Oui, c'est des cas de fraude, non? C'est ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord. C'est des fraudes organisées. Je suis d'accord. Qui organise ce genre de fraude? Le RDPC. Parce que, je vais vous expliquer. Parce que je prends l'exemple. Vous avez vu, quand on comptabilise les statistiques de 2018, on se trouvait à 100, je crois qu'à 100,4 d'une élection qui devait être à 100%. Laissez la désinformation, moi. Je dis bien, je reviens, je vous dis aujourd'hui, le MRC a tel nombre de militants enquêtés et tel nombre de militants avec les cadres de parti. Vous me discutez sur quel... Non, vous n'avez pas dit les cadres de parti. Moi, je parle... Non, j'ai dit plus... Non, ok, c'est peut-être... Non, c'est là qu'on ne se comprenait pas. Si vous dites les cartes du parti, je vous le concède. Si vous dites que... Je répète, plus de 4 millions de Camerounais avec les cartes d'électeurs qui sont nos militants. Ce n'est pas problème. Oui, je dis bien. Et vous fuyez l'élection avec ça? C'est là qu'on peut être d'accord avec vous. Boutouzé, vous ne pouvez pas être d'accord, mais je vous dis juste la vérité. Je dis bien, monsieur Bien, ne nous faites pas peur. Non. Le problème actuel au Cameroun, c'est le système électoral. Même si Biya était, en 2018, le MSC n'a pas perdu l'élection parce que Biya était moins âgé, il avait la force qui pouvait courir partout. On a vu Biya qui a fait la campagne à Maroua, qui ne pouvait pas tenir même 16 minutes debout. Ce n'est pas ça qui a fait perdre l'élection du MSC. C'est parce qu'il y avait eu le fraude électorale organisée en 2018. Voilà pourquoi nous demandons à un système électoral consensuel. S'il y a le système électoral consensuel transparent, quiconque gagne. Même si c'est un Biya qu'on allait ressusciter, même s'il était où, pour qu'il vienne se représenter à l'élection, prévu que la constitution de notre pays le laisse concourir à l'élection, ce n'est pas problème pour nous. Okay. Et deuxième des choses, c'est que nous demandons pour 2025 à ce qu'on mette terme à la crise anglophone. S'il y a la paix au Nozo, il y a la révision du code du système électoral. Vous allez aux élections. Nous allons aux élections. Et s'il n'y a pas, vous n'y allez pas. On allait aller aux élections quand le système n'est pas bon. Comment? Merci. Si c'est Bamanga, sur l'appel de la Léki. Écoutez, M. Dipita, ces gens de la région du centre, et ça, c'est un fils du septentrion qui parle. Il faut qu'on soit clair dessus ce soir.
faut qu'ils fassent très attention, M. Dipita, parce que la mamelle politique que nous sommes... Vous n'êtes pas du RDPC, mon cher. Ouais, non, non. Dipita, vous pouvez lui laisser parler parce qu'il ne va pas me il a son distraire. temps de parole. Non. Là, je suis très sincère, je regarde les Camerounais, Non, ce n'est pas je un problème regarde de- la non, mamelle Non, politique. c'est ça. C'est pas comme des régions du centre du Nord. C'est un militant du RDPC qui a appelé son champion à être candidat en 2025. Non, Joseph, là où je ne suis pas d'accord avec vous, vous voulez prendre la place du modérateur? Mais laissez-moi modérer. Et je le laisse parler. Il aura fini que vous prendrez la parole. Oui, d'accord. Mais c'est dangereux. Chacun a son temps de parole. C'est dangereux. Oui, laissez-le gâter. Nous, on va arranger après. D'accord. C'est un peu ça. C'est la règle du plateau. Je vous laisse poursuivre. J'étais en train de vous dire que, M. Dipita, que ça plaise ou non, c'est connu que le septentrion est la mamelle politique du Cameroun. Le Grand Nord au Cameroun a des régions qui peuvent faire de quelqu'un un président ou alors qui peut faire un de ses fils président de la République. Le Grand Nord a toujours soutenu son Excellence Paul Biya, président reconnu de tous les Camerounais. Bon. Mais qu'on arrête ça, Permettez que je dise Dipita. aussi un mot, et là je rejoins un peu Joseph. Oui, qu'on arrête un peu ça. Permettez que je dise un Oui. mot. Le malaise dans le débat public, justement, c'est qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui ne sont pas mandatées, qui parlent au nom de tous. Ok. Ce que vous dites, je vous prends un exemple. Est-ce que Mamadou Mota est d'accord avec ce que vous dites? Il est du septentrion. Donc on ne peut pas venir dire que les septentrions aiment trop Biya, Ou bien comme que c'est un problème qui concerne trop, que c'est un problème qui concerne tout le centre. Et en cela, le recadrage de Joseph Boutouzi était important de dire que c'est un militant identifié de son parti qui appelle leur candidat à se présenter. Ok, mais Pourquoi ça sauf devient un problème des sauf régions? que C'est nous pas une question sommes... de région. Écoutez, Et nous c'est les ce discours Camerounais, clivant dans le débat politique qui tend souvent à faire des dérives incontrôlables, non? de toute façon, nous, on prend ça comme une comédie. Hein, et on ne va pas accepter cela. D'accord. En 2025, il y aura de nouvelles personnes qui vont gagner des élections. Ok. C'est ouvert. Ça peut être le RDPC, ça peut être Mbutuze. Je pense que, personnellement, le chef Vous allez d'État... imposer un candidat au RDPC. Notre candidat, c'est le président Paul Biya. Ok. Moi, personnellement, c'est pas un problème pour moi, hein. Sauf si le système électoral est révisé d'une façon On vous a consensuelle. écouté tout à l'heure. Ok. Je voudrais dire, si vous permettez, avant d'arriver sur la ligne qui en une minute, je voudrais expliquer le problème qu'on a au Cameroun dans le champ politique, c'est qu'on a des acteurs politiques, soit ils ne connaissent pas les règles, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils comprennent rien à la politique. Je vais vous dire, sans justifier, en 2018, par exemple, lorsque la commission, parce que les gens savent, parce que dès le 1er janvier, la commission d'inscription de révision des listes électorales, elle commence. Chaque parti politique, dans chaque... 1er janvier 31. Oui, tout à fait. Dans chaque arrondissement du Cameroun, chaque parti politique est censé avoir un représentant dans la commission électorale. Cette commission, après être la commission de révision des listes électorales, elle devient la commission de distribution des cartes. Et les CAM travaillent sur l'année. En 2010, je vais vous dire ce qui se passe, parce que moi, je suis un homme politique du terrain. Je ne suis pas un homme politique qui vient, qui bavane, non. En 2018, lorsque nous travaillons avec les CAM, les premiers mois de 2018, nous constatons que les CAM enregistrent les personnes sur le terrain. Mais malheureusement, quand ils vont au niveau du fichier central, ils se rendent compte que leurs machines ont des problèmes. D'accord. J'arrive, pardon. Les machines sont caduques. Il y a eu beaucoup, je dis en 2018, beaucoup de problèmes avec les camps. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous voyez, je crois, en mai ou en juin 2018, le président de la République limoge le directeur général de l'ECAM pour le supplanter par M. Eric Essoussé, qui était DGA à l'époque. Et l'ECAM avait énormément le problème, même en termes de moyens, pour se déplacer. Je ne justifie pas, je donne les raisons. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu la présidentielle 2018, il y a beaucoup de Camerounais qui sont allés, qui n'étaient pas encore inscrits sur les listes électorales, qui sont allés, puisque la loi dit quoi? Que si vous n'avez pas retiré votre carte d'électeur, vous pouvez la trouver au bureau de vote le jour du scrutin. Et je vais vous dire, Elecam avait un système, non travaille comment? Elecam a un système en ligne où avant même d'avoir votre carte, vous pouvez vérifier en ligne si vous êtes inscrit ou pas. Nous le faisions. C'était comme nous décidé de ne pas le faire, et même pas les élections, soit. Et en 2018, ce qui se passe, c'est que quand certains vont donc au jour du scrutin, le 7 juillet, le 7 octobre, va arriver sur l'équipe. Le 7 octobre 2018, ils se rendent donc compte que le nom n'est pas sur la liste.
ils n'ont pas de carte d'électeur, etc. à cause de ce problème de fichier. Mais en 2020, plus moi j'étais aux élections en 2020. D'accord. Je revois ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir le carte en 2018, qui ont eu le carte et qui ont voté en 2020. C'est pourquoi en politique, il faut travailler sur la constance, voir l'évolution des choses. Maintenant que j'ai parlé de cela, je reviens sur le sujet sur la Léquier. Vous savez, si vous tendez votre micro à un monsieur en Suisse ou en Espagne, vous lui parlez de ce qui vient de se passer à Léquier, il va juste secouer la tête et il va vous dire les choses des nègres. Vous allez dire que vous êtes insulté, mais en réalité, c'est vraiment les choses des nègres. J'ai l'habitude de dire que le Cameroun est un théâtre géant à ciel ouvert où chacun essaie de faire sa comédie à sa manière. Le président Paul Biya, si j'étais à sa place, il devait m'avoir peur des camarades comme Boutouzé et autres qui organisent ce genre de choses. Parce que appeler un monsieur qui aura 92 ans, après pratiquement 60 années de service dans des hautes fonctions de la République, l'appeler à être candidat à un moment où tout le monde est en train de se préparer pour une transition qu'on attend depuis 2011 d'ailleurs. Moi, je pense que cela est vraiment très déplacé. C'est même une défiance vis-à-vis des dieux d'abord. C'est une injure vis-à-vis... Non, quelle une défiance vis-à-vis des dieux? Ça veut dire que les gens n'ont même plus peur. Et puis, je vais vous dire, ailleurs, lorsque nous sommes en 2021, l'élection présidentielle a eu en 2018, le mandat est de 7 ans. Ailleurs, dans les grandes démocraties, on prend le cas de la France et d'autres, il existe, attendez, il existe ce qu'on appelle l'élection de mi-mandat. Généralement, c'est représenté par les législatives. Peu importe que ce soit un système présidentiel, un système parlementaire. L'élection à mi-mandat. Au Cameroun, on aurait pu avoir les législatives ont eu lieu l'année dernière et autres. Mais au Cameroun, déjà 4 ans avant, appelle déjà un monsieur à être candidat à une élection présidentielle. Alors qu'il n'a même pas encore fait la moitié du chemin. Il n'a même pas encore présenté son bilan au Camerounais pour prétendre lui-même se représenter en 2025. Je crois que vraiment, nous les Africains, je ne sais pas ce qu'on nous a fait, nous particulièrement les Camerounais, je ne sais pas, nous avons l'amour du hors-sujet comme le feu Charles Ateba, il le disait souvent. Je crois que nous devons être sérieux. Cet appel à l'équipe, pour moi, c'est juste de la comédie. Alors, la palissade, sous forme de question. Selon vous, que sera la réponse du président Biya? Il nous reste 3 minutes, donc c'est en une fraction de seconde que chacun va répondre. Si. Je pense que la réponse du président Biya va être non. Il va donner la chance à la jeunesse en 2025. Sylvanos Moutaga. Parce qu'il a parlé de transition générationnelle. D'accord. Voilà. Je pense que ce que le président Biya va faire en 2025, c'est juste d'adresser une apologie au président Maurice Kamto pour lui dire que les élections de 2018 n'ont pas été bien faites. Je dépose ma valise et je prévois organiser les élections transparentes. Et si vous gagnez, vous avez gagné. Vous avez gagné. Allez-y. Quelle sera la réponse du président Biya? Quelle sera la réponse? Quand vous invitez les partis politiques, vous leur donnez la parole, il faut quand même donner la primauté du choix au RDPC. Il nous reste pas. Non, c'est nous le parti. Vous n'avez pas fait la police du parti. Allez-y, terminez. Bon, le président Paul Biya, nous, on ne veut même pas envisager une hypothèse. On ne peut pas perdre un homme qui a la valeur de Paul Biya. Tant qu'il est vivant, les Camerounais auront besoin de tirer la substantifique moelle. Ces substantifiques moelles-là qu'il a pour faire du Cameroun un grand État, comme le Cameroun est aujourd'hui. Paul Eyou. Je pense que le président Paul Biya aura la réponse de l'homme sage qu'il est, du patriarche qu'il est. Il est actuellement en train d'achever son 8e mandat, si je me trompe. La priorité pour lui actuellement, c'est de sauver les meubles. Ce n'est pas de répondre aux appels du peuple. Le moment venu, il avisera. Merci à vous, Sylvanos Moutaga. Merci Cissé Bamanga, Joseph René Boutouzé et puis Paul Eyou. Merci à vous également à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.